Alors les amis, on s'est retrouvés aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pour discuter d'un sujet bien particulier, un sujet lourd, un sujet qui nous tient à cœur, qui est donc baston. Les jeux de combat, c'est ça, la bagarre. La bagarre. Voilà, c'est aujourd'hui qu'on se bat dans le Samurai Pizza Cast. Et voilà, alors c'est un sujet préparé par moi. Vous avez l'habitude que les sujets préparés par moi sont pas super carrés. Et aujourd'hui, on va pas déroger à la règle. Mais pour une fois, c'était un petit peu prévu. Alors du coup, est-ce qu'on va annoncer un peu le programme d'aujourd'hui? Si t'y tiens. Allez. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, donc ça va être des jeux de combat. On va faire un petit tour d'horizon des jeux de combat dans le jeu vidéo. Ensuite, dans le Ramène ton jeu, on va parler de Dragon Ball FighterZ, auquel on s'est adonné récemment. Et ensuite, les classiques Taiyaki et c'est quoi le sushi. On sait pas trop encore dans quel ordre, comme d'hab. Normalement, c'est les sushis d'abord et les Taiyaki après. Bon, ouais, avec Ultra Chili, ça bouge tout le temps. Il y a toujours des imprévus, des impondérables. Je suis anticonformiste, qu'est-ce que vous voulez, c'est ma nature. Et enfin, normalement, la revue pizza, pas pour revenir aujourd'hui encore, donc on sera encore sur le Moshi Moshi. Voilà. Alors qu'on aurait pu, on aurait complètement pu prendre. On aurait pu. Mais bon. Elle compte la pizza d'avant-hier? Tu peux en parler, mais voilà. Bon, on peut parler de nos pizzas récentes si vous voulez. Ouais. Dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, j'ai pas trop envie d'en parler. On va improviser, ce sera sûrement un Moshi Moshi mélangé à revue pizza. Revue Moshi Moshi. Donc, peut-être, juste avant de te laisser la parole sur ta mise au point, j'aimerais juste rappeler aux gens qui nous suivent. Alors, peu importe sur la plateforme par laquelle vous passez pour nous écouter, que ce soit SoundCloud, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et plein d'autres, Spotify, exactement. Voilà, on vous invite à liker, si c'est pas déjà fait, nos émissions, à vous abonner. Ça serait une manière de nous soutenir. C'est gratuit, c'est cadeau et ça nous fait plaisir. Donc voilà, on vous oblige à rien, mais si vous voulez nous soutenir, que vous aimez bien nos émissions, vous savez quoi faire. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours. C'est vrai. Alors on salue au passage. Je te laisse dire les noms, Jérémy, parce que je les ai déjà oubliés, même si j'ai beaucoup de considération pour eux. Alors attends, il y avait, je crois que c'était Kuroro. Je vais revérifier ça. Oui, c'est ça, Kuroro77 et notre cher Kajin, qu'on avait déjà évoqué dans un précédent numéro, qui nous ont fait des retours, voilà, très très positifs. Donc merci à eux. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours positifs et même des retours tout court, parce que c'est toujours constructif, ça permet d'avoir un peu savoir un peu ce qui est amélioré ou pas, donc voilà, merci à eux. N'hésitez pas à faire de même, que ce soit sur Twitter, en commentaire sur les plateformes par lesquelles vous passez. Voilà, nous on écoute vraiment ce que vous nous dites, même sur YouTube. Il y a aussi des émissions à retrouver sur YouTube, donc voilà. Et aussi un petit coucou spécial à la personne dont j'ai aussi oublié le nom, mais qui a un nom de prostituée de luxe. Lily Binger. Lily Bélinger. Et qui nous suit fidèlement sur les hors-séries qu'on fait sur Twitch et YouTube. Très sympathique avec comment s'appelait aussi. Je crois que c'était quelqu'un que Gabriel connaissait. J'ai plus son nom. Un petit saumon de quelque saumon chose, sauvage. Saumon sauvage peut-être. Saumon sauvage qui a animé la discussion de manière très intéressante. Ça veut dire c'était sympathique et certainement d'autres qu'on oublie. Oui, et certainement. Oui, bien sûr, et tous les autres. Et voilà. Oui. Allons-y. Écoute, je te laisse la main si tu veux reprendre ton Alors, je vous préviens, j'ai utilisé 99% de l'énergie que j'avais en moi aujourd'hui dans cette intro. Tu as un breuvage de caféine, de sucre gasifié. Voilà. Et qui en plus nous permet que vous ne pouvez absolument pas voir sur Twitter. Non. D'ailleurs, attention, tac, à la vôtre, Ouais. Alors j'essaie de faire un truc mais qui marche pas du tout. On le voit pas, mais comme on est en train de filmer, il y aura une vidéo ou une photo qu'on mettra sur Twitter. D'accord, on sait pas ce qu'on va faire de cette vidéo, peut-être qu'on va la diffuser. On enregistre aussi la vidéo D'accord. Donc c'était le mauvais jour pour me faire une moustache. Il faut faire des essais dans la vie. Il n'y a jamais de mauvais jour pour essayer, quoi. Tu t'entends rien, comme on dit.
C'est vrai. C'est pas faux. T'aurais pu trouver ton style, tu vois. Peut-être. Mais je trouve que ça fait un truc spécial. Ça fait pas mal. C'est particulier, mais il y a un côté. Bah, du moins, elle est assortie à ton t-shirt, donc du coup, ça, il y a déjà un effet. C'est vrai qu'il a la moustache un peu jaune. Ouais. C'est à force de boire des boissons à la caféine. Et si on commençait notre émission? Oui, commençons. Alors, les jeux de baston. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu de baston, déjà? On pourrait penser que c'est un jeu dans lequel on tape des gens et que ça se limite à ça. Moi, j'ai envie de dire non, messieurs. J'ai envie de dire que tous les jeux sur lesquels on tape des gens ne sont pas des jeux de baston. Par exemple, moi je considère que les jeux, tout ce qui concerne les jeux de, par exemple, de MMA, c'est quoi le synonyme de MMA, mais qui est l'autre marque de... Free Fight? Ouais. Notre truc. Je l'ai dans mes trucs ici. Bon, on s'en fout, on a compris l'idée de mixed martial arts, ou alors même les jeux comme Fight Night, etc., les jeux de boxe, les jeux de... Voilà. Pour moi, ça va plus s'ancrer dans le jeu de sport que dans le jeu de combat. Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec ça? Ouais, complètement. Parce que on va avoir tout l'aspect gestion du personnage du sportif, sa carrière, on va rencontrer des personnes. Enfin, il y a aussi tout un aspect très réaliste qui va limiter forcément les mouvements possibles. Enfin voilà. Pour moi, c'est pas le même délire, même si ça dans l'absolu, ça s'y apparente très très fortement. Pour moi, c'est pas vraiment la même chose. Ne serait-ce que par exemple, tu vas avoir des règles qui sont que dans certains sports, il y a des moments où tu dois arrêter de frapper ton adversaire. Ça n'existe pas dans le jeu de baston. Tu dois toujours taper ton adversaire. Voilà, c'est que c'est lui qui te tape. Bon bref, il y a autre chose. Il y a pas que de la baston dans les jeux de combat qui sont de sport de combat. Ouais. Est-ce que ça jusque là, vous avez le droit alors on va essayer d'être très T'as évoqué Fight Night, hein. Ouais, j'ai évoqué Fight Night. Ouais, voilà, c'était les deux exemples qui me venaient. C'est même les jeux de boxe, quoi, d'une manière générale. Oui, voilà, Fight Night, c'est un jeu. De boxe, ouais. Il me semble. Oui, c'est ça. Je pensais au catch en fait. Oui, pareil pour les jeux de catch aussi. Alors même si à la limite les jeux de catch généralement dans la forme ça va plus ressembler à un jeu de combat ou même pas en fait. Je sais pas. J'ai pas assez joué pour ça. J'ai testé une ou deux fois les WWE à la con là, mais. Je crois que la dernière fois où j'ai testé ça, ça doit être en 96. Oui. Donc. Vous parlez des années 2000 quoi. Oui, il y a eu des essais effectivement au 21e siècle. C'est ça. Voilà, pour moi, en gros, pour reprendre un petit peu un thème qu'on a abordé dans nos hors-séries sur la simulation, pour moi, ces jeux-là vont plus vont plus du côté de la simulation, alors que là, dans le jeu de combat, on est plus par exemple, si on compare un jeu de course, là, on est plus sur un Project Cars ou un truc comme ça, sur les jeux de MMA, etc., alors que dans le jeu de baston, on est plus sur un Mario Kart. Voilà, on a sur la forme, ça y ressemble, mais dans la pratique, ça se joue complètement différemment. Donc aussi il y a d'autres jeux sur lesquels on tape des gens qui sont tout ce qui concerne tout ce qui est beat'em all par exemple, qui ne sont pas des jeux de baston. Ouais, Street of Rage. Voilà, Street of Rage. D'ailleurs il y a un Double Dragon. Ouais, Double Fighting Force. Voilà, par exemple. Il y a toute une série de jeux d'arcade où c'était Golden Axe. Voilà, je crois qu'on a déjà évoqué une fois ou deux. Bon voilà, on tape sur des gens, mais c'est pas du jeu de baston. Pourquoi c'est pas du jeu de baston? Parce que on tape sur des séries d'ennemis qui arrivent, on tape pas sur une personne qui est en face de nous, qui a armes égales et qui a les mêmes armes pour nous affronter. Parce que c'est principalement ça qu'on attend par un jeu de baston, c'est-à-dire on est face à une autre personne et c'est le meilleur qui gagne, celui qui va réussir à enlever la vie de l'autre le plus vite. Il y a une certaine équité. Voilà. Qui n'est pas présente du tout dans les beat'em all où on tape des ennemis qui sont là pour les gars ils sont de presque 100 à 1000 fois plus nombreux que toi et tu arrives quand même à les crever quoi. C'est ça. Je sais même pas pourquoi je précise tout ça, ça n'a absolument aucun intérêt. Ouais, non, mais on fait c'est le bouton idée, vas-y. Hein. Mais je me suis dit que pourquoi pas? Ça faisait une intro. J'ai hésité entre ça et le Merriam-Webster définit le jeu de baston comme. Alors sur Wikipédia. Voilà. Alors, il y a des petites exceptions à ça quand même. Il y a des jeux dans lesquels on va affronter parfois plusieurs personnages, plusieurs joueurs. Par exemple, je pense à l'excellent Absolver de Slowclap, ouais. qu'on a. Je sais pas, tout le monde a essayé ici ou pas? Moi oui. À peine.
à peine. Voilà, où on va pouvoir se retrouver, vu que c'est un environnement libre et on rencontre ses ennemis au hasard des rencontres. Il y a aussi du mode combat 1 contre 1 qui est prévu, voilà, mais qui est encadré, on va dire, dans une partie avec un temps limité, etc. Je sais plus si le temps est limité ou pas, mais en tout cas c'est une partie qui est à part. Voilà, on a 2 personnes qui sont dans une arène et qui s'affrontent. On a aussi la possibilité de se balader dans l'environnement et d'affronter. On peut, si on veut prendre 4 joueurs tout seul, on peut essayer. C'est possible. Donc voilà, c'est pas une règle absolue, mais du coup ça perd encore plus son intérêt, cette distinction. Alors tout ça pour ça, quoi. Voilà. On a tous ici joué à des jeux de baston, oui. Mais en discutant un petit peu, je me suis vite rendu compte qu'on n'avait pas forcément joué aux mêmes jeux de baston et qu'on n'aimait pas forcément les mêmes jeux de baston. Du coup, on s'était dit à l'origine que ce serait pas mal de faire une émission, enfin de séparer l'émission sur les jeux de baston en plusieurs parties, histoire de raconter d'un côté, je sais pas, par exemple de parler de différents types de jeux de baston dans chaque émission. À la base, c'est ce qu'on s'était dit. Ouais, c'était le concept à la base. Ouais. Et je me suis dit que c'était peut-être plus sympa, au contraire, de faire une émission qui va faire un petit peu brosser le tableau et montrer un petit peu les différents types de jeux de baston qui existent. Et après, on pourra faire d'autres émissions sur d'autres aspects du jeu si jamais ça nous intéresse. Donc là, aujourd'hui, il existe des classifications de jeux de baston, mais qui posent problème pour moi. Du coup, je vais pas les utiliser. Mais tu vas quand même en parler. Je vais en parler vite fait, mais en fait, je vais en parler juste vite fait pour dire le problème que ça me pose. Par exemple, aujourd'hui, on va séparer d'un côté les jeux à la Street Fighter, les jeux à la SNK, et on a à côté de ça une catégorie aussi qui s'appelle, on a plein d'autres sous-genres, on a les brawlers, etc. Mais il y a une catégorie là-dedans qu'on appelle les air dashers, par exemple, et qui, alors c'est une classification qui est très efficace parce qu'aujourd'hui tous les air dashers plus ou moins se ressemblent et vont partager énormément de choses en commun. Mais ça me pose problème, en fait, c'est là où ça me pose problème. C'est que, par exemple, on va séparer les SNK par rapport au Street Fighter par rapport au côté où on a la possibilité de faire une roulade qui permet de passer à travers les projectiles dans les SNK. On va séparer les air dashers des autres en disant voilà, c'est des jeux dans lesquels on va faire des air dash. Donc des air dash, c'est simplement on fait un dash, donc on se déplace rapidement vers l'avant ou vers l'arrière en étant en l'air. Et je trouve que c'est un peu dommage de classifier les jeux par rapport à ces critères-là, dans la mesure où rien n'interdit dans 10 ans d'avoir un Street Fighter avec des air dash ou un Street Fighter avec des roulades, par exemple. D'ailleurs, il y a certains personnages qui ont hérité de ces roulades de SNK dans certains épisodes de Street Fighter. Du coup, j'ai plus de problème avec les critères qui sont utilisés pour séparer les jeux qu'avec la nomenclature elle-même qui est aujourd'hui qui marche à 99,9%. Oui, et puis en plus elle est circonscrite dans le temps, c'est-à-dire que ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas forcément dans 5 ans dans la façon dont évolueront les jeux de combat. Ouais. C'est ça, et aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus de jeux qui empruntent justement à différents sous-genres de jeux de baston et que du coup ça devient de moins en moins pertinent peut-être d'utiliser cette nomenclature-là. Du coup je me suis dit, alors j'ai d'abord cherché à voir s'il n'y avait pas une meilleure classification des jeux de baston, puis je me suis rendu compte que pas vraiment. Alors j'ai pris le problème à l'envers et je me suis dit qu'en fait ce qu'on allait faire aujourd'hui, c'est qu'on allait essayer de trouver le jeu qui nous convient avec une série de critères. J'ai fait une grille de critères qui sépare les jeux, ce qui va les différencier, ce qui va faire que ces jeux appartiennent ou non à la même catégorie. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va passer cette grille entre nous, on va en discuter, et au fur et à mesure, on va dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, et à la fin, on va se dire voilà, est-ce qu'il y a un jeu qui est à la fois par exemple en 3D, qui a des combos très longs, qui a beaucoup de personnages et qui a des personnages issus d'animés par exemple. Et on vous invite à en faire de même d'ailleurs à la fin de l'émission, une fois que vous aurez écouté toute cette miso. Ça peut être très intéressant que vous nous partagiez justement en commentaire vos jeux qui correspondraient à votre jeu idéal de baston. Voilà, et peut-être qu'on peut en trouver un aussi qui nous conviendra à tous les trois, parce que pour l'instant c'est pas encore le cas. Non. Spoiler alerte. Ouais. Alors, les éléments qui vont différencier les jeux de baston. J'ai envie de commencer par un truc super anecdotique, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Les jeux qui mettent en scène des armes. Oh, ouais. Pardon. Alors, est-ce que vous avez joué à des jeux qui mettent en scène des armes? Soul Calibur, les Soul Calibur. Soul Calibur.
Il y a aussi les Samurai Shodown, alors moi il y a une de mes séries fétiches. D'ailleurs, je suis très content parce que cette série est abandonnée depuis très longtemps et aujourd'hui va renaître au travers d'un hommage. C'est très bientôt d'ailleurs, c'est à la fin du mois de juin que ça sort. La série que j'aime beaucoup, c'est Bushido Blade. C'est vrai. Bushido Blade. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis Bushido Blade. Bushido Blade. Et donc il va renaître au travers d'un jeu qui s'appelle Jérém, aide-moi. Alors, j'ai plus du tout. Back 4 Blood. Non, celui-là, c'est pas celui-là qu'on sort à toutes les sens. Exactement. Ça passe en plus Back 4 Blood. Back 4 Blood qu'on attend. C'est fou parce que ce jeu, alors ça prouve bien mon état de fatigue parce que ce jeu, il me sort directement de la bouche sans même que j'aille à y penser. C'est le jeu que je ressors à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Je lui dis à l'arrêt de bus, tu vas jouer à Bushido Blade, Die by the Blade. Die by the Blade, voilà. Ça, Die by the Blade. Exactement. Alors, je crois que c'était prévu pour le mois de juin. Peut-être que ça a été repoussé. Possiblement parce que on s'entend plus parler, donc c'est possible. Bon, on verra bien, mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est ça. Donc, le principe de Bushido Blade, c'est très simple, c'est que vous êtes des sortes de samouraïs, vous avez une arme, vous avez une épée, et un coup bien placé peut tuer l'adversaire. Et ça, je trouve ça... Comme dans les vrais combats de samouraïs en même temps. Comme dans les vrais combats de samouraïs. Un combat efficace. Et c'est un petit peu un principe qu'on retrouve aussi dans le Samurai Shodown où on peut faire vraiment énormément de dégâts avec peu de coups, voire 1 ou 2 coups on peut tuer son adversaire. Et il y a aussi des armes. Alors est-ce que pour vous c'est important le fait qu'il y ait des armes dans un jeu de combat? Mais complètement, ne serait-ce que bon après sur d'autres critères dont tu vas parler ensuite, effectivement le fait d'avoir des coups latéraux et des coups horizontaux et verticaux, déjà rien que ça en fait les types de défense ça va avoir un impact assez important. La gestion de la distance, la diversité des armes en fait quand on voit un Soul Calibur effectivement c'est assez incroyable. On peut se battre avec Siegfried et la grosse épée à deux mains qui fait la moitié de l'écran, et façon de parler, et avec Taki avec les les machins quoi. Ouais. Les kunai. C'est pas les kunai. Non, c'est pas les kunai, c'est des espèces de dagues, enfin bref. C'est ça. Et en tête. Et du coup avec ça être aussi efficace avec l'un et avec l'autre, et du coup là l'important ça sera la gestion de la distance, la vitesse, enfin des critères qui peuvent être communs à plein de jeux, mais effectivement les armes c'est un monde en soi en fait. Pour moi c'est un monde en soi et c'est pas un détail en fait, c'est loin d'être un détail, c'est un genre de jeu à part entière, et en plus comme tu viens de le dire il y a énormément de choses de différence entre un Soul Calibur et un Samurai Shodown par exemple quoi. Ça n'a rien à voir quoi. Ah mais carrément. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais oui, parce que un Soul Calibur va se jouer de manière assez finalement le système de jeu etc seront assez classiques pour un jeu de combat, alors que Samurai Shodown ça va se prendre désolé, je bug. Ça va s'appréhender de manière assez différente, puisque effectivement la menace permanente de prendre un coup bien placé qui enlève les 3/4 de ta barre de vie, ça change complètement la façon dont tu vas jouer. Donc pourtant, alors voilà, moi j'abordais ça comme un truc complètement anecdotique, et on voit quand même qu'on a tout de suite des affects qui sont liés à ces choix pour le coup c'est juste des choix de chara design plus que de game design, parce que tu parlais alors quoique non, parce que oui, effectivement tu parlais des coups verticaux et horizontaux. Effectivement c'est quelque chose qu'on va retrouver à plus forte raison avec des armes qui s'y prêtent vraiment. C'est vrai que et là tout ce qui est action RPG type alors je pourrais pas te sortir comme ça, mais c'est pareil, on retrouve cette mécanique là en fait dans les actions RPG ou le fait d'attaquer en vertical contre certains ennemis va les toucher et inversement quoi. Oui ouais, j'ai pas d'exemple. Ouais bon non plus c'est bête, mais ça m'est sorti, mais voilà. Après des jeux de combat où il y a des armes, il y en a plein d'autres, hein. Il y a Star Gladiator, bon ça remonte. Star Gladiator, mais alors qui est complètement je veux dire que je pense que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais, je pense pas, je pense à notre génération qui était marquée, la génération PlayStation 1 qui a été marquée par ce jeu, Et même il avait été assez discret à l'époque quand même. Ouais, je sais pas. Je crois que c'était sorti un peu avant Soul Calibur, enfin avant Soul Edge. Je crois que c'est un de ces jeux dont personne ne parle vraiment, mais auquel on a tous un peu joué. Ouais, il y avait ça, Itoba numéro 1. Mais bon, il n'y avait pas d'armes, je crois, de mémoire, c'était que de la bagarre au point et pied. Mais ouais, les Mortal Kombat, il y en a qui ont des armes. Alors c'est pas un jeu de combat où ils ont tous des armes, mais il y en a qui ont des armes. J'en avais un autre en tête, je sais plus lequel, j'ai un trou. Bon, bref. Mais ouais, moi pareil, j'ai une petite préférence pour
pour les jeux de combat avec des armes, principalement du fait que mon jeu de combat type préféré c'est Soul Calibur quoi, enfin le 2 notamment. Ouais, pareil, carrément. Soudé. À partir du 3 je commençais à être déçu de la licence Soul, parce que c'est là où ils ont commencé à intégrer des espèces de combos qui te levaient la moitié de la barre de la vie voire plus quoi, des trucs qui se chargeaient avec des flammes, des effets, enfin il n'y avait pas ça dans les précédents, dans le 1 et le 2 et du coup, ouais, moi, c'est vraiment le 2 que j'ai soudé et... Le mode histoire était absolument extraordinaire aussi. Ouais, le mode histoire, il y a un mode aventure aussi. On va reparler de tout ça juste après, il y a pas... C'est très bien. Mais du coup, ouais, voilà, c'est ça pour dire que ne serait-ce que par rapport à ça, j'ai une préférence pour les jeux de combat avec des armes. Même si la grande majorité des jeux de combat auxquels je jouais, c'était du point-pied, enfin voilà, du combat physique, quoi, entre guillemets, sans armes, quoi. Donc c'est vrai que dès le premier critère, en fait, on a déjà presque un type. Ah là, on a déjà tranché dans l'arme, mais de manière phénoménale. Pour nous deux, en tout cas. Là, on a éliminé 80% facile des jeux de baston, là. Après, ça pas le reste, hein. Ouais, exactement. C'est pas un critère déterminant. Ça va être une préférence. Voilà, c'est une préférence, c'est vraiment une préférence. Ok. Alors, là, par contre, c'est autre chose qui va nous permettre aussi de bien trancher, de bien délimiter ce qu'on souhaite. Le type d'arène. Alors, perso, moi, c'est vraiment le critère qui va m'intéresser le moins, mais je sais que pour certaines personnes, c'est important. Donc, en type d'arène, on a des arènes en 2D ou en 3D. L'arène peut être destructible ou contenir des éléments destructibles. Est-ce que l'arène, est-ce qu'on peut se déplacer librement dedans? Est-ce que c'est juste on peut se déplacer vite fait sur le plan 3D en faisant un pas de côté ou une roulade, ce genre de truc? Qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Est-ce que vous êtes plus sur un plan 2D pur, comme les jeux de baston classiques? Bah, moi j'ai grandi, enfin on a tous grandi je pense avec Street Fighter 2 et au début effectivement il y avait un vrai kiff sur la 2D. Voilà. Donc du coup au début il y avait que ça de toute façon. Ouais, il y avait que ça. Et dès qu'est apparu effectivement les arènes en 3D, alors bizarrement j'ai pas du tout été un gros joueur de Tekken et compagnie. C'est-à-dire que j'ai toujours été bizarrement assez mauvais en fait. Et alors que dès que les Soul Calibur sont rentrés, on était beaucoup plus dans effectivement la gestion de pas de côté, l'esquive, enfin il y a vraiment quelque chose qui était pas seulement que la garde en fait. L'introduction de l'esquive en fait ça change tout en fait. Ça change tout et ça change pas grand chose finalement parce que bon oui parce que là ça revient à l'esquive en fait pour faire un parallèle avec le premier point c'est justement si on prend un coup vertical tu vas l'esquiver mais par contre si tu prends un coup horizontal tu vas te le prendre donc du coup ça diversifie en fait les possibilités de défense en fait et c'est ça que je trouve intéressant en fait. Donc là, on parle d'arène 3D, mais sur un plan 2D, on va dire, avec simplement la possibilité de faire un pas de côté. Il y a aussi des arènes dans lesquelles tu peux te déplacer librement. Je pense par exemple à tous les jeux de combat tirés de manga, à la Naruto, à la Kill la Kill, etc., où tu peux te déplacer complètement librement dans l'espace. Oui, il y a les Dragon Ball aussi. Oui, voilà, tout ça. Ouais. Ouais, moi pour ma part, je préfère pouvoir me balader moi dans un environnement. Alors pas forcément comme les Naruto, par exemple la série Ultimate, ou les c'était quoi les Dragon Ball Tenkaichi, où je pouvais aussi t'avais un peu la vue de dos comme dans Naruto, et c'était tu te baladais dans la map avec ton ennemi en face. Moi c'est plus on va dire semi 2D quoi, semi 2D 3D. Là j'ai sorti un jeu, c'est pas anodin, c'est Evil Zone par exemple, hein, les gens vont le voir. Je suis curieux de voir. Ouais, je connais pas. Montrer, donc voilà. C'est un jeu, un de mes jeux préférés de la PS1, jeu de combat. Délire manga, on est dans le délire arme, hein. Il y a un gars qui a une épée immense, il y a une sorte de Wingman ou de Power Rangers aussi, enfin bon, il y a une nana qui boxe, enfin bon bref, il y a tout un tas de personnages assez divers et variés. On est dans un style vraiment manga, si vous voulez après on pourra se faire une petite partie pour la rigolade quoi.
Et en fait, le délire, c'est qu'on pouvait faire des déplacements latéraux à la Soul Calibur 2, quoi. Donc, avec les flèches du haut et les flèches du bas. Donc, ça pouvait permettre de faire des esquives sur des attaques longues, ce genre de choses. Donc, moi, j'aimais bien un peu cette dimension de pas avoir un seul plan. Et un autre jeu où j'ai bien kiffé, et ça, pour le coup, j'ai jamais retrouvé dans d'autres jeux, c'était dans les Naruto sur PS1, je sais pas si vous vous souvenez de ces jeux-là, où il y avait en fait le combat qui se passait, donc c'était en 2D, il y avait un premier plan et un arrière-plan, et en fait on pouvait... ah oui, tu pouvais passer... On pouvait passer d'un plan à l'autre, et du coup l'arrière-plan avait une topographie différente du premier plan, donc ça pouvait changer ou donner l'avantage sur les personnages, sur la configuration du combat et tout ça, donc c'était vraiment pas mal. Donc, il me semble qu'il y avait ça dans un King of Fighters, mais je suis pas sûr. J'ai pas joué. J'ai pas joué beaucoup, ça fait très longtemps. Moi, c'est vrai que j'ai vu plus ça dans les beat'em all, en fait, au final, où tu retrouves cette mécanique-là assez dans Fatal Fury, peut-être. Peut-être les Smash Bros, peut-être qu'il y a un peu. Oui, il y a un peu de ça. Alors, comme ça, un peu dans les Smash Bros. Alors, c'est pas exactement ça, mais ça s'en rapproche. Alors, justement, j'allais en parler. Du coup, là, Smash Bros, on est dans un on va se rapprocher du brawler et on est dans un jeu dans lequel on a dans l'arène on a des plateformes qui vont, alors ça sera pas sur des plans différents, mais ça va être sur des niveaux différents. On va pouvoir escalader des plateformes, se cacher derrière des bâtiments, des abris, des trucs comme ça. Enfin voilà. Vous y avez joué un petit peu vous à Smash Bros ou pas? Oui. Le premier, les vieux, plus récents, mais sur GameCube j'ai beaucoup joué. Alors moi je vous avouerai que c'est peut-être le type d'arène dont je suis le moins fan, de par ce côté. Déjà en fait dans les Smash Bros tu fais pas forcément face à ton adversaire, c'est-à-dire que tu te déplaces librement. Si jamais tu te tournes vers la gauche et que ton adversaire est à droite, tu vas regarder vers la gauche. Et ça me perturbe beaucoup. Oui, le fait de pas se défendre en fait. Ouais voilà, de pas appuyer vers l'arrière. Enfin, par rapport à 89% des jeux, c'est contre-intuitif quoi. Ouais. Et puis le côté les arènes sont pas forcément symétriques. T'as un côté où selon, alors non, j'allais dire une connerie parce que j'allais dire selon le côté où t'apparais, mais non pas du tout parce que tu te déplaces vraiment comme tu veux. Mais je sais pas. Enfin, pour moi c'est une information qui me demande trop d'énergie pour mon petit cerveau, de prendre en compte, parce qu'en fait il faut vraiment prendre en compte le terrain dans Smash Bros parce que t'as des pièges, t'as des bonus, t'as des trucs qui apparaissent, et non, pour moi on s'éloigne un peu de ce que j'aime dans le jeu de baston, c'est-à-dire de frapper des gens. Oui, là, effectivement, t'es pas à l'abri de mourir tout seul bêtement d'un saut mal placé et t'effondrer. Je suis mort déjà plein de fois en tombant. Ouais, voilà. Non, Smash Bros. Mais par contre, qu'est-ce que c'est fun à jouer à 4, quoi. Oui, non, c'est très sympa à jouer, ça reste. Mais j'étais assez étonné de voir que le jeu avait une certaine popularité dans les tournois et dans les championnats. Pour moi, ça restait plus du party game que du jeu de baston pur et dur. Après, je comprends tout à fait l'attrait qu'on peut avoir pour ce jeu. Dans le même délire un petit peu, mais en full 3D cette fois-ci, où tu peux vraiment déplacer dans l'environnement comme dans un jeu d'aventure et tu vas combattre des ennemis. Il y avait un jeu un jeu de Platinum qui s'appelait Anarchy Reigns. Alors ça, très peu de monde y a joué à ce jeu. Où ça se présentait comme un beat'em all. En fait, t'avais une partie solo qui était purement un beat'em all avec quelques boss par-ci par-là. Et en fait, t'avais un mode multi où c'était une sorte de battle royale, où tu t'arrivais, c'était de la 3D, tu te déplaçais tu montais sur les toits, sur les murs. T'avais des coups spéciaux et tu te battais entre personnages. T'avais des personnages qui étaient tirés d'autres licences, comme le mec avec sa tronçonneuse à la place du bras là sur Wii. J'allais dire Evil Dead, mais ouais, c'est lui là, mais je sais pas comment ça s'appelle. C'était un des seuls jeux gore qu'il y avait un petit peu où il y avait un peu de sang sur Wii. T'as Bayonetta dedans aussi, je crois, il me semble. Je crois que t'avais un mec, alors c'était pas exactement le mec de comment s'appelle ce jeu, Jérém, aide-moi. Le jeu où t'as un gars super stylé qui fume des clopes tout le temps et qui tire sur des extraterrestres et des robots. Attends, là, et qui fait des glissades sur les genoux. Vanquish, non, pas Vanquish. Ouais, Vanquish, ouais. D'accord. Alors je sais plus si t'avais le personnage de Vanquish dedans ou si t'avais un gars qui lui ressemblait, mais t'avais un gars qui lui ressemblait beaucoup. Ouais, voilà. Ouais. Je crois que Platinum avait fait ça, et juste derrière ils avaient sorti le Metal Gear en beat'em all là, comment il s'appelait, le truc où t'arrachais la colonne vertébrale de tes ennemis pour te nourrir en énergie, où tu jouais Raiden justement. Oui, Rising.
Ouais, voilà, Metal Gear Rising. Ce qui fait qu'en gros, les gens avaient acheté ce jeu principalement quand ils étaient fans de Platinum. Et derrière, coup sur coup, ils ont sorti l'autre. Les gens sont passés sur l'autre. Enfin, en tout cas, les gens qui jouaient sur Anarchy Reigns, ils sont passés facilement sur l'autre. Alors que c'est des jeux qui ont rien à voir entre eux. Hein. Mais disons que ce qui nous avait vraiment motivé à jouer à ce jeu, c'était la signature de Platinum Games, qui était à l'époque encore une signature de qualité. Ce qui est forcément moins le cas aujourd'hui, ne serait-ce que après la sortie d'Anarchy Reigns et de Metal Gear Rising, qui sont pas des mauvais jeux, mais qui sont loin des standards auxquels nous avaient habitués quand même avec Bayonetta et avec Vanquish. En tout cas en ce qui me concerne. Voilà, j'ai décidé d'être de plus en plus d'avoir des opinions de plus en plus tranchées pour faire réagir les gens dans les commentaires. Comme ça sur Twitter, ils vont nous pourrir, ils vont dire quoi, Metal Gear Rising c'est pas un bon jeu, mais va niquer ta mère. Et puis moi je vais dire mais toi va niquer ta mère le premier, c'est celui qui dit qu'il est. Enfin, Metal Gear Rising c'est de la merde. Le reste de Metal Gear c'est super. Non, c'est pas de la merde parce que c'est bien 30 minutes de première insulte. J'ai détesté moi Metal Gear Rising. Oui, mais parce que t'es fan de Metal Gear, c'est pas forcément ce que tu cherchais. En fait, j'ai eu une hype d'enculé quand j'ai vu les premières vidéos à l'époque. les trucs qui étaient délire là où on le voyait couper des pastèques et tout, machin. Ça donnait trop envie quoi. Alors pourtant j'étais pas hyper fan du perso de Raiden, mais et du coup c'est le fait qu'il y avait pas assez de pastèques qui te. C'est peut-être le côté. Ouais. Non mais les pastèques c'est dans DMGS5 non? Le 4 pardon? Je sais pas. Je sais plus où il nous a montré la physique des pastèques. Je sais, ça me parle pas. Mais ouais, en tout cas, ouais, il y avait des vidéos à l'époque de l'E3 et tout qui me chauffaient grave, et en fait, le jeu est sorti, j'ai testé la démo qui était la première heure du jeu, et il a fallu que je me force pour finir la démo, et j'ai trouvé ça vraiment immonde, quoi. Pas graphiquement, quoi, c'est le jeu, quoi, j'ai trouvé ça nul, quoi. Je pense qu'il a des qualités. Je pense qu'on lui a pas donné sa chance. Possible, hein. Parce qu'après, quelques années après, par curiosité, je me suis regardé quelques phases de gameplay, le combat contre le boss à la fin, enfin, j'ai quand même creusé le truc parce que je reste amoureux de l'univers Metal Gear, mais le jeu, en tout cas, c'est pas un jeu que j'ai voulu, voilà. Je me suis dit, je passerai pas à 15 ou 20 heures ou je sais pas combien de temps il faut pour le finir dessus, quoi. Pourtant, j'adore la licence et j'adore ce que fait Kojima, quoi. Ah, j'ai pas réussi à finir la démo, donc voilà, ça... Bon, Platinum quand même qui sont bien remontés dans notre estime avec le fameux Dark Souls. Nier Automata. Death Stranding. Je sais pas, vous avez trouvé techniquement. Effectivement, ouais. Et Nier Replicant, du coup, j'ai pas joué encore. Ouais, ça fait un mois que je l'ai et j'ai toujours pas, il est toujours dans sa boîte. Mais voilà. Le crime. Ça, et si on en revenait... Ouais, voilà. Sinon, non, ça ferait longtemps, quoi. Si on l'avait, on y jouerait. Je vous le prêterai si vous voulez. Ça... Merde, c'est enregistré, maintenant j'ai une preuve. Ouais. Vous avez une preuve. D'ailleurs, 13 Immortals, je sais pas comment il s'appelle. 13 Sentinels? Ouais, 13 Sentinels, oula. J'ai fait un mélange de 13 Sentinels et j'ai pas joué depuis Noël. Ouais. J'ai pas rejoué depuis Noël. Ça fait partie de ces jeux qui sont sur mon bureau et qui sont là en attente. À chaque fois, je me dis, oh, je vais le lancer. Et puis après, non, en fait, je joue à Overwatch à la place. Parce que je suis quelqu'un de faible comme ça. Si on en revenait à notre question sur les arènes, oui. Est-ce que c'est important pour vous les arènes qui sont destructibles, par exemple? Je trouve ça fun, mais pas spécialement important. Ouais, pareil. J'aime bien. Quand j'ai cette possibilité, c'est cool. Mais après, je m'entends pas. Alors, pareil pour les éléments qui sont interactifs. Par exemple, comment il s'appelle les jeux pourris là avec les super-héros? Injustice? Ouais, Injustice. Ah, tu ramasses des trucs et tu peux prendre une télé là, acheter sur les... Oui. J'aime vraiment pas ce jeu. Oh. J'ai vraiment essayé de jouer aux deux là. J'ai joué un tout petit peu, mais pareil, j'ai pas accroché. J'avais pas accroché aussi au premier, après le 2, je sais pas ce qu'il vaut. Mais... C'est joli, ça qui est dommage, quoi. Ouais, très beau. C'est joli, mais... Ouais, c'est joli. Vraiment, l'animation, j'aime pas du tout. C'est un peu comme les Mortal Kombat. Alors, j'aimais bien la licence il y a X années quand j'étais gamin, que c'était le premier, genre Mortal Kombat 2 et tout ça. Mais après, j'ai vite lâché les jeux. Et là, les récents, ils me donnent envie à chaque fois parce que je trouve ça super joli, mais j'arrive pas à passer le cap de me dire j'achète. Là, j'ai vu, il y a pas longtemps, il y a une offre à 35€. Tu as le Mortal Kombat 11 avec tous les DLC, le machin, enfin... Ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup si tu... Oui, non, mais après je me dis, ouais, c'est... Du coup, il y a Schwarzy, enfin, il y a Terminator, il y a des trucs sympas, je me dis, ah, j'ai envie. Mais... Pour faire un parallèle avec le fait ne passe pas le cap, Jérém, j'ai acheté Soul Calibur 6, hein, bon, je me suis régalé, et j'ai joué une fois avec les copains, parce qu'on a fait une soirée burger à la maison avec Soul Calibur 6, on s'est régalé, hein, on a bien rigolé toute la soirée.
Mais au final, j'ai jamais rejoué au jeu. Eh oui. Moi, j'ai vu à 9€, je me suis dit de le prendre et je l'ai pas pris. Ça vous avez payé 30 balles, 40. Seul Calibur 6, j'ai passé plus de temps sur l'éditeur de personnages. Oui, bah ouais, en plus. J'ai fait un personnage, je pense que si jamais je joue en ligne une fois avec, je me fais bannir de tous les réseaux. Faudra que tu nous envoies la photo. Je vous enverrai un... mais même pas. Capture, quoi. Je pense que je vais le garder pour moi. Ah, ça va changer votre image, l'image que vous avez de moi de. Ah ouais, ça a l'air de violent. D'accord. Du genre, il y aura pas de numéro 10, quoi. Ah non, mais. du genre, t'as qui c'est du petit niveau à côté, c'est un peu le délire. Ah ouais, ah non, mais c'est. En fait. Parce qu'il y a plein d'accessoires que tu peux mettre. D'accord. Et tu peux les. Tu peux les mettre où tu veux. Tu peux les faire partiellement rentrer dans les personnages. Et aussi tu peux faire tu peux utiliser des tags, tu vois, qui font une texture sur certaines parties du corps. Ah d'accord. Ouais. J'ai fait un truc dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je l'ai vu, je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. Si ta femme c'était en colère après les femmes, c'est ça. Non, j'ai jamais été en colère après les femmes. C'est juste que je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire ça? Très vite, je me suis rendu compte que oui, mais j'ai quand même poussé l'expérience plus loin pour voir. Bref. Donc, ce passage sera peut-être passé sous silence. Non, je pense ça rigolo. Est-ce que, alors là c'est important dans les arènes, est-ce que pour vous c'est important, et moi je vous dis tout de suite, je vous spoil direct, moi c'est un truc qui m'énerve, quand on peut sortir du ring. À part dans les jeux de catch, non. Je m'en fous un peu aussi. Tu t'en fous? Ouais. Jérém? Quand je me fais sortir au ring, ça me fout la rage. Quand je fais sortir l'adversaire au ring, je kiffe. Donc je dirais que je suis pas contre. Mais moi j'ai toujours, alors quand je fais sortir l'adversaire du ring, j'ai toujours l'impression d'avoir gagné un petit peu. C'est un peu minable quoi. Tu vois, surtout quand le mec il bloque, et puis tu sais que t'as certains jeux comme ça, il bloque et toi tu tapes, et puis à chaque fois il avance d'un petit millimètre, tu vois. Ou alors tu fais un petit pas de côté et puis paf tu fais tomber. C'est la tactique du pauvre. Et franchement quand tu te fais dominer par un adversaire qui est 10 fois plus fort que toi et que tu le sors du ring, quelle jouissance, quel plaisir de l'avoir enfin gagné un round. Non, moi personnellement je trouve que ça fait partie du ça fait partie du jeu. Enfin, c'est dans un jeu tu me le proposes, je l'accepte. Je me dis bon ben à moi d'éviter de pas sortir justement. Ce qui est très énervant, c'est quand tu fais un petit pas en arrière comme ça et là tu sors du ring et le mec il te regarde en fait, t'es contrôlé. Oui, parce que parfois tu as vite fait une esquive latérale ou un petit saut machin et tu sors comme un con, ça arrive. Hein. Là je reconnais que. Alors moi ça me fait rire, c'est quand je fais par exemple un coup de pied sauté avec un personnage et que le gars il fait hop un pas de côté. Ouais, c'est pas mal. Et là j'avoue que ça me fait rire même si c'est moi la victime. Oui. Donc ouais, moi je suis pour. Mais en général je suis pas trop fan de ça quand même. Bon, alors, pour résumer, notre arène préférée à nous, ce serait quoi? Ce serait plus une arène 2D 3D, on sert. Voilà, pas un truc en 2D ou statique. Un truc où on peut voyager, se déplacer. D'accord. Ça peut être sympa. Enfin, avec éventuellement un décor destructible. Ça peut être bien. J'aimais bien, moi c'est un truc, je crois que c'est le seul intérêt que j'avais. Non, il y avait deux intérêts dans les Dead or Alive, les premiers là. Oui. C'était que tu pouvais casser les décors. Moi j'adorais ça quand tu pouvais, je sais plus, il y avait un niveau où c'était genre des tuiles en carrelage un petit peu partout, et quand tu tapais ça se cassait au fur et à mesure. Ouais. J'adorais ça. Et j'aimais bien aussi l'histoire des contres, même si c'était complètement pété dans ce jeu. Bon là, ce Dead or Alive, on est d'accord que c'est une série qui s'est complètement perdue depuis, qui est devenue à la limite de ce que je fais sur Soul Calibur. Oui, voilà, quand ils font leur truc volleyball et tout. C'est quoi. C'est indécent. C'est ça. Et Tekken aussi, je crois qu'il y a de la destruction à partir de certains numéros, non? Je pense pas. Il me semblait. Après, j'ai pas beaucoup joué au Tekken. Je crois que ça va être au Tekken 3 sur Play 1. Je sais plus, Play 2, Play 1, je sais plus Tekken 3 sur lequel console c'était. Et du coup, par rapport à cette histoire de ring destructible, je voulais parler du storytelling pendant le combat. Alors, qu'est-ce que j'entends par storytelling pendant le combat? C'est-à-dire justement ça, c'est que quand tu fais un combat et que le combat, entre le moment où t'as commencé le combat et le moment où c'est fini, il s'est passé des trucs, il s'est passé plus de choses que juste le combat. C'est-à-dire, t'as des traces, le décor est détruit. Par exemple, on a ça dans Dragon Ball FighterZ, quand tu fais une grosse attaque, t'as le décor qui se détruit. Mais aussi ton personnage qui va prendre des coups, par exemple. Oui, dans Soul Calibur, la perte dans certains numéros où on perdait son armure. Par exemple, ouais. Encore maintenant, je crois. Ouais. Par exemple, je me souviens qu'il y avait un jeu Fight Club, et c'était à peu près son seul intérêt, c'était qu'au fur et à mesure que tu tapais sur ton adversaire, il avait des échymoses et il était plus ou moins amoché. Pareil, dans des BFZ, on voit que les personnages, quand tu t'en sors à la fin, t'es plus ou moins en mauvais état, quoi. Dans Punch Out. Pardon, c'est...
Ouais. Enfin, ouais, non, parce que pendant le jeu, tu le vois pas, je crois. Si, Oula, je crois que ça a tué les oreilles de quelqu'un, ça. Ouais, et les oreilles, moi-même. Je me suis pris donc la table. Je crois que ton personnage il tirait un peu la gueule quand t'étais tombé une ou deux fois au tapis. Il avait une sale tronche, quoi. Ouais, mais tu le vois à la fin quand il. Oui, après à la fin. Voilà. Et après à la fin. Après, le meilleur jeu pour ça reste Fight Night. Hein. Pour ceux qui ont joué à ça, même si ça rentre pas dans la catégorie, c'est plus jeu de sport. Oui, pas de chat non plus dans l'absolu. Mais ouais, Fight Night, à la fin de chaque round, t'as les gars, ils ont l'arcade ouverte, le nez déformé, et c'est par rapport au coup qu'ils ont pris sur la gueule. Ah, ça, c'est extraordinaire. Du coup, tu tamponnes avec des cotons, des machins, pour que ça saigne plus. Enfin, c'est vraiment bien foutu, quoi. Et à la fin des combats, t'as les gars, ils ont la gueule. ils sont déformés, quoi. Mais alors. C'est excellent, quoi. Oui, bah, je me souviens, ouais, c'était assez impressionnant. Et même d'ailleurs, les ralentis que t'as quand tu te fais frapper et tout, enfin, c'est... Oui. Fight Night, c'était fabuleux, hein. Le jeu, il doit avoir peut-être 10 ans maintenant, un peu plus, et tu vois encore les vidéos. Je crois que t'es sur 360 à l'époque. Il est sorti en premier, je crois. Et c'était magnifique, quoi. Hein. Alors, votre avis là-dessus, est-ce que c'est important ou pas ? Ça rajoute un petit bonus, ouais, mais c'est pas essentiel. Voilà. J'aime bien dans le sens où je me dis il y a une cohérence. Voilà, les gars ils sont foutus sur la gueule. À la fin t'as plus beaucoup de vie si tu vois ton personnage encore impeccable. Justement, mais il y a un côté un peu prestigieux, tu vois. Ouais. Moi j'aime bien quand comme tu dis, quand tu vois qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Voilà. Et pas que ça, même pendant le combat. Par exemple dans DBFZ on a des scènes qui peuvent se débloquer en fonction des personnages qu'on a. On a des dialogues qui sont différents en intro aussi selon les personnages qu'on a pris. J'aime bien ça aussi. Et il y a aussi par exemple tout ce qui est taunt, par exemple tout ce qui est comment on dit taunt en français, provocation, merci. Tout ce qui est provocation, par exemple, tu vois, ça fait que le combat il se limite pas à juste je vais taper, je vais faire mon combo, toi tu vas en faire un, puis etc. Il y a toute une histoire qui s'inscrit entre les deux joueurs, tu vois, qui vont venir se voir le lien avec le lore, en fait, avec l'univers du jeu, en fait. Aussi, ça peut aussi carrément entrer là-dedans. Par exemple, moi je me souviens, il y a je crois que c'est dans Street Fighter 4, t'as une provocation de Guile qui sort ses lunettes de sa poche et il les met sur lui. Et si jamais tu le tapes, tu fais un gros coup, il perd ses lunettes. Le Guile qui a réussi à te faire elle prend du temps, cette provocation. Pendant tout le temps où tu l'as fait, t'es vulnérable, tu peux te faire éclater. Le Guile qui a réussi à te mettre ses lunettes et qui les a gardées tout le match et qu'à la fin, sur l'écran de victoire, il a ses lunettes, et ben il t'a niqué. Tu vois ce que je veux dire? Il t'a pas juste battu. C'est humilié, quoi. Voilà, il t'a humilié. Et j'aime bien ce côté-là. Ça va pas être un critère qui va être déterminant, mais j'aime vraiment bien quand il y a ce côté-là. Ok, donc pour vous, tout ça, c'est secondaire. Ouais, c'est secondaire, ouais. Ok, ça va. Un truc qui est peut-être un peu plus impactant, l'animation, le type d'animation. Alors, on a quoi? Grosso modo, on a de la 2D pure. Les personnages, c'est des sprites 2D qui sont animés, qui sont dessinés à la main et qui vont être animés image par image. On a de la 3D. Les modèles sont en 3D. L'animation et leur car design est pensé en 3D. Et voilà, tout est fait en 3D. On a aussi une sorte de 2,5D, c'est-à-dire que les modèles sont gérés par de la 3D, mais par-dessus on a mis des sprites en 2D qui donnent ce côté rétro et animation 2D, tout en gérant toute la partie hitbox, etc. avec de la 3D. Qu'est-ce qui vous voulez des exemples peut-être ou... Ouais, ça serait plus mal d'avoir un exemple phare pour chaque type de. Alors 2D, par exemple, t'as le Street Fighter 2 par exemple. Classique, quoi. Ouais, ça marche. 3D, on va avoir Tekken, Mortal Kombat, les derniers, ou Soul Calibur. Et 2,5D, t'as tous les jeux du type Arc System Works. Donc, par exemple, quand je dis 2,5D, c'est un terme que j'invente là. Ouais. Alors non, pas vraiment. C'est-à-dire que t'as un modèle qui est fait. Le personnage, il existe en 3D, mais par-dessus, on vient plaquer des animations en 2D. Ouais. C'est ce qu'on a dans DBFZ, il me semble. D'accord. Alors à l'œil nu on voit pas forcément la différence. Oui, moi franchement c'est fait anime, j'appelle ça le cel shading. Ouais, moi aussi j'allais dire cel shading quand il a commencé à parler de. Mais voilà, en tout cas moi c'est cel shading. Mais c'est pas du cel shading, du cel shading, ça veut dire que le personnage a un modèle 3D sur lequel on a une texture, qui réagit. Comme les Budokai par exemple. Peut-être, ouais. Clairement ça, les Budokai. Ouais, ou les Naruto peut-être. Ouais, tout ça c'est. Ouais, les Naruto aussi. Je pense que ça doit être ça aussi. Ouais, ça sera plus dans les animes, dans les jeux qui sont tirés d'animés.
Enfin, moi, le rendu anime, en tout cas. Après, que ce soit en cel shading ou juste de la texture. Ou de la 2,5D, comme dit Ultra Chili. Les deux me vont. Moi, c'est le rendu anime qui est le plus efficace avec moi. Après, une super belle 3D, tout à l'heure on l'a évoqué, comme dans les derniers Mortal Kombat, ou même les Soul Calibur, ça me va très bien aussi. À l'œil nu, je suis un peu comme Jérém, c'est-à-dire que j'aurais tendance à visuellement accrocher, on va dire, à ce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est l'un des gros points forts d'ailleurs de Dragon Ball FighterZ. Mais dans l'absolu, encore une fois, je reste un petit peu sur mon modèle. En termes d'animation, je trouve ça beaucoup plus important en fait la fabrique de l'animation dans les jeux de combat. En fait, je pense que ça sert beaucoup plus l'action en fait, ou en tout cas le gameplay que sur un FighterZ où en fait des fois je comprends pas trop ce qui se passe, même si je trouve ça super joli quoi. En fait, dans la lisibilité du combat, je trouve ça plus intéressant l'animation en 3D, on va dire, que véritablement. Enfin, je sais pas ce que vous voyez, ce que je veux dire. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Mais après, est-ce que c'est pas aussi parce que sur un critère purement esthétique, je préfère, comme Jérém. Ouais. Mais est-ce que c'est pas simplement parce que les jeux 3D sont lents et mous? Mais peut-être, peut-être. Parce que moi, alors moi, là pareil, j'ai un avis très tranché là-dessus. Pour moi, la 3D, ça permet pas de faire de la vraie animation. C'est-à-dire que j'entends par là, et là je prends juste 2 minutes là-dessus parce que pour moi c'est important. J'entends par là l'animation exagérée à la manière d'un cartoon. Tu vois, quand tu regardes une animation de Street Fighter 3 par exemple, tu la décomposes image par image, tu vas voir de l'exagération dans le mouvement, tu vas voir des parties du corps qui se déforment, tu vas voir de manière non naturelle, tu vois, pour accentuer l'impact du mouvement. Par exemple, tu vas voir, je sais plus c'est comment elle s'appelait, il y a une meuf là, celle qui est en j'ai vraiment pas les mots, j'ai zéro mot dans mon cerveau. Chun-Li, Camille. Non, merde, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est en elle a un kimono, non pas un kimono. Comment on dit un truc pour faire du karaté là, bordel? Un kimono. Un kimono, voilà. Bref, quand elle fait son Seichusen Godanzuki, elle donne un gros coup de poing à la fin, et son poing, tu vois, il grossit, il devient, c'est pas un vrai poing, tu vois, c'est un truc. Pareil, t'as des le fait de faire la 3D, ça permet aussi d'utiliser des raccourcis, c'est-à-dire que tu vas passer d'une pose à l'autre instantanément, pour accentuer, pour donner du dynamisme dans le truc, tu vois, voilà, d'une frame à l'autre, tu vas pouvoir changer complètement la position ou l'état du corps du personnage. En 3D, quand tu donnes un coup de pied en 3D, t'as une rotation qui s'opère au niveau de la hanche, de la jambe, enfin de la cuisse. Ensuite, t'as une autre rotation qui s'opère au niveau du genou, de l'autre partie de la jambe, et éventuellement, si tu te sens l'âme un peu généreuse, t'as une translation vers l'avant. Et non, c'est nul. J'aime vraiment pas. C'est plus réaliste, on va dire, entre guillemets, quoi. Oui, mais c'est moins fluide, c'est sûr. Oui. Moi ouais, tu auras pas effectivement, tu l'as dit de manière assez on va dire j'allais dire violente, mais non, assez puissante, on va dire, intense, on va dire. C'est effectivement la différence entre un jeu qui sera nerveux, dynamique, etc., avec un jeu où effectivement le timing sera peut-être plus important que la spontanéité, là, et encore que. Ben après, c'est bon. Injustice, par exemple, pour donner du dynamisme, c'est juste des animations qui sont accélérées. Enfin, je veux dire, le mec, quand il donne un coup de poing, t'as toutes les autres parties de son corps qui vont plus vite que d'habitude. Et ça va bien avec l'idée de super-héros en même temps. C'est la même chose pour Tekken, hein. Moi, Tekken, oui. J'ai toujours trouvé ça hyper lent. Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré la série des Soul, Soul Calibur, donc Soul Blade. C'est que je trouvais ça hyper dynamique par rapport à des Tekken ou les Dead or Alive ou ce genre de jeu. Oui, voilà. Paradoxalement, alors que tu étais en train de m'accuser de jouer à des jeux de combat mou, finalement, parmi les jeux en 3D, pas tant que ça. Oui, mais regarde, ce qui se déplace rapidement dans Soul Calibur, c'est quoi? C'est ton Nunchaku. C'est pas. Ouais, non, ils vont. Taki, elle est vive. C'est un des rares personnages, effectivement, qui joue sur la vitesse. Il y en a plusieurs au fil, à mesure des numéros. Voilà. Il y a plein, effectivement, sur les changements d'armes. Ouais, j'avais pas spécialement sur le Calibur en tête. En tête, j'avais Injustice et Mortal Kombat. Mais effectivement, c'est le type de jeu où le déplacement des personnages, si on regarde un Mortal Kombat sur Mega Drive, le premier, il est très inertie. Effectivement, t'as l'impression de lourdeur, mais en fait, en même temps, tout en ayant des sprites parfois un peu légers, quoi. Mais
Tu vois le coup arriver, je suis putain, je peux l'esquiver, mais comme ton perso est aussi lent, il arrive pas à l'esquiver. Je te dis, en fait, voilà, c'est mort. Non, après voilà, ce que je dis, c'est pas forcément une règle absolue parce qu'on pourrait très bien couper des parties de l'animation et passer d'un état à l'autre. Et d'ailleurs, certainement que des jeux le font. Mais voilà, je trouve qu'il y a une philosophie qui est différente. Et moi, je serais plus dans le côté voilà, animation 2D où tu peux te permettre de faire l'animation qui va ressembler à un animé, à un cartoon, à un truc où t'as les personnages qui sont libres d'évoluer. Moi, je trouve ça incroyable techniquement en fait. Voilà, je trouve ça incroyable techniquement. Là, quand on a mis Fighter Z dans la console. Bon, j'avais déjà vu des vidéos du jeu, mais l'avoir vu sur l'écran, là, je fais ah ouais, mais c'est assez incroyable. Le jeu, il a déjà 2-3 ans. Non, mais il est parfait en fait. Même dans 20 ans, ce jeu, il restera. En termes d'animation, c'est incroyable. Je trouve ça assez incroyable. Alors, si le mec qui klaxonne là pouvait arrêter parce qu'on enregistre. Il y en a qui travaillent. Voilà. On n'est pas payé, mais on travaille. Même on dépense des sous. C'est ça nous coûte. Donc voilà, là on sent une petite divergence entre nous puisque vous étiez plus dans des arènes 3D et moi je suis vraiment attaché à mes personnages en 2D. Du coup, alors après on a des trucs qui sont un petit peu entre deux, hein, comme le Street Fighter où justement on va avoir ce Street Fighter 4 et 5 où on va avoir un peu ce type d'animation qui va aller piocher un petit peu dans les deux. Donc quand je dis voilà qu'il y a une divergence, effectivement ça va être de trouver un terreau ou un terrain commun plutôt va pas être compliqué, va être un peu compliqué, ouais. Pour moi c'est important d'avoir des belles animations et d'avoir des personnages qui vont fonctionner de manière pas réaliste justement. Donc c'est peut-être le jeu du futur, hein, celui qu'on est en train de parler déjà. Peut-être. Alors un autre aspect justement qui est peut-être important ou pas, le lore et le jeu solo. Le lore du jeu et le jeu solo. Parce que je les ai associés parce que généralement l'un va avec l'autre. Donc on a des jeux qui ont un lore très très fourni. Par exemple, toute la série des Soul Calibur, les Tekken, les Mortal Kombat, les BlazBlue, qui est pour le coup BlazBlue, il y a même certains jeux où t'as pas de baston, c'est des visual novels. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir une histoire ? Complètement, parce que du coup en fait comme c'est pas facile d'avoir des copains avec qui jouer en général et que je suis un joueur solitaire en général, donc du coup j'aime bien avoir un mode histoire. Effectivement on en parlait de Soul Calibur 2 où le mode histoire et aventure il était absolument extraordinaire, où il y a un vrai intérêt à le faire à 100%. Et franchement c'est ça qui m'a fait kiffer en fait la saga des Soul Calibur en fait, c'est-à-dire que c'est ça qui m'a après c'est vrai que c'est un peu cheap sur les épisodes suivants, mais du coup là je me suis senti un petit peu comme dans un petit RPG quoi en fait, en quelque sorte. Non, je suis d'accord avec ça, j'ai rien de plus à rajouter, hein. C'est un mode d'histoire, c'est hyper important. Non mais ouais, enfin même en dehors, même s'il y a en dehors des modes, même le fait que les personnages aient une histoire entre eux, des interactions. Moi je sais que je joue très peu au niveau, qu'il y en a qui aient des liens de fraternité ou de parenté, des choses comme ça. Voilà, ce genre de trucs. Ou des motivations différentes, parce que voilà, moi je sais que je joue très peu au mode solo des jeux de baston. Par contre, c'est comme ça que je choisis mon personnage. C'est-à-dire le personnage que je vais utiliser en ligne, en général, je choisis un mec qui est pas trop un connard. Donc le mec qui prend pas Sagat ou Bison quoi en fait. Exactement. Voilà, et c'est même limite les gens qui les prennent en face de moi, je me dis j'ai un a priori sur eux. Je me dis d'accord, t'es comme ça, toi. D'accord, bon bah écoute, je vais jouer quand même avec toi mais on en fera qu'une. Alors que s'il rencontre Chun-Li c'est ça. Ouais. Alors du coup voilà les modes de jeu. Est-ce que du coup c'est important pour vous qu'il y ait des modes de jeu à côté plus le jeu est complet, ouais. Pardon. Ouais, non, c'est ça. C'est plus ça de mode, et notamment un mode histoire. Ou parfois des modes arcade, pareil, on avait encore sur Soul Calibur 2, il y avait un mode arcade qui était cool, quand tu pouvais voyager, là c'était même plus du mode combat vue de profil, c'est vraiment tu te baladais dans une map et tu affrontais des ennemis. Ouais. C'était cool. Ils ont souvent deux modes, un mode histoire et un mode à côté qui va... C'est un peu la base en général de ce genre de jeu, même d'autres genres de jeux, en fait le mode arcade, alors des fois il y a un mode histoire effectivement, et après le mode combat versus quoi. Ouais. D'accord, ouais. Donc c'est un critère important. C'est un critère important. Ouais. Moi, je vous avoue que par exemple sur le BlazBlue, j'ai bien kiffé le mode histoire qui était super fouillé, super long et qui donnait beaucoup de matière, mais j'en ai fini aucun. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est important qu'il y ait beaucoup de personnages ? Oui. Moi, j'aime bien. Oui et non.
Oui, parce que oui, pour que dans le sens, il faut que ça ait un sens. Si justement ça a pas de sens et que tu as des copies conformes, je trouve que ça a aucun intérêt du coup de faire du remplissage. Bah là, par exemple, le jeu que je montrais tout à l'heure, là, Evil Zone, je crois de mémoire qu'il y a 10 personnages à tout casser. J'adore ce jeu, tous les persos je les adore, mais moi qui aime bien passer d'un personnage à un autre, parfois je me dis j'aurais bien aimé 5 ou 6 persos en plus, ou pareil Dragon Ball Fighter Z, enfin quand on connaît Dragon Ball, tu peux facilement mettre 68 combattants, tu vois le Fighter Z, t'en as 30 et encore sur les, enfin ou 40 et encore sur les 40, c'est t'as 8 fois Sangoku, t'as 8 fois Vegeta. Oui, c'est un point qu'on pourra revenir d'ailleurs voilà, sur le ramen parce que effectivement c'est problématique pour moi aussi. C'est un peu de l'arnaque, donc alors mais il se joue différemment quand même. Ouais, il se joue différemment, mais bon, T'as plus de différence entre deux Vegeta qu'entre des personnages qui sont différents mais qui sont sortis en même temps finalement. Ouais, mais parce que je sais pas, mais quand je regarde par exemple les autres jeux Dragon Ball comme les Tenkaichi et les Budokai, voilà, c'est des jeux où tu as 70 combattants, ou même sans aller si loin, tu regardes le Xenoverse, Xenoverse. Attends, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as le 1 et le 2, pareil, t'as des 70 ou 80 combattants, t'as même plus, je sais plus, après bon, t'as des DLC qui viennent se greffer, mais de base, dans le jeu, t'as énormément de combattants, donc c'est sympa, surtout dans un jeu comme Dragon Ball, enfin, un manga comme Dragon Ball, où tu as des protagonistes à foison, donc enfin, je trouve que c'est vachement restrictif, quoi, dans Fighter Z, et ça m'a déçu, quoi. Bah, alors, moi, après, j'ai plutôt tendance à voir ça comme un inconvénient, le fait qu'il y ait beaucoup trop de personnages. Parce que ma façon de jouer, c'est de connaître mon adversaire pour savoir ses possibilités, ce qu'il peut faire face à moi dans cette situation. Et quand il y en a trop, ça devient compliqué. Surtout quand ils sortent en DLC et que tu peux pas tester les personnages qui sortent en DLC. D'ailleurs, je trouve aussi, enfin, pour moi, le DLC, je trouve ça agréable. Des nouveaux personnages qui sortent pour un jeu que j'aime, je trouve ça agréable quand c'est un petit événement. C'est-à-dire que quand par exemple là sur Skullgirls, on a un nouveau personnage qui va sortir. C'est un jeu auquel j'ai pas joué depuis super longtemps. Peut-être que je vais le ressortir pour jouer à ce personnage. Pareil, enfin voilà, t'as des jeux qui vont sortir 1 ou 2 personnages en DLC par an. Quand on a 8 tous les 6 mois, je trouve que ça devient une obligation en fait. Ça devient c'est pas forcément super fun. C'est juste que on te rappelle qu'il va falloir repayer encore un petit peu. Et du coup voilà, pour moi ça devient plus compliqué. La façon que j'ai de jouer au jeu de baston, ça devient plus compliqué d'appréhender un match en se disant voilà, il y a ce personnage que je connais pas. Par exemple, quand Broly est arrivé dans DBFZ, c'était le seul personnage à avoir une armure. Je me suis fait latter pendant 5 combats par Broly. Je trouve ça super nul parce que c'est un personnage, j'ai pas pu l'essayer, je pouvais pas savoir quel coup avait une armure. C'était une mécanique qui n'existait pas dans le jeu avant son arrivée, et j'ai trouvé ça super frustrant. En fait voilà, je trouve que par exemple mettre une dizaine de persos c'est trop peu, mais si tu en mets entre une vingtaine et une trentaine, je trouve que c'est bien. Moins de 20 c'est un peu rêche, plus de 30 ça commence à faire, comme tu dis, selon le type de jeu de combat, par exemple Soul Calibur, je trouve qu'il y a le nombre parfait de personnages, ou même Street Fighter, c'était autre chose que Soul Calibur, quoi. Street Fighter, je trouve qu'il y a un nombre parfait de personnages, tu vois, il y en a ni trop ni pas assez. Mais alors pareil, quand il est sorti, il y en avait beaucoup moins, hein. Il y en avait moins, c'est vrai. Mais bon, je crois que à la sortie, il y en avait quand même une quinzaine au moins. Je crois, peut-être une douzaine. On touche effectivement, on a un aspect aussi marketing et commercialisation du jeu, et surtout on est quand même dans l'ère des DLC, donc forcément ils prévoient peut-être 40 personnages et en fait ils en sortent 20 le jour J, quoi. Ouais. Comme le prochain Blood Bowl 3, là ils vont sortir 8 équipes, ils vont mettre Deg et puis à la fin il y en aura 16, quoi. Ah d'ailleurs tiens, question de Dokajin l'autre jour qui a fait un clin d'œil et il voulait savoir si tu avais hâte que Blood Bowl 3 sorte et si tu avais prévu du coup de le souder, quoi. Pour répondre, ouais, je pense que vu que je fais partie d'une ligue, la LVM, effectivement c'est possible que je le paye plein pot, parce que ça fait bien envie de jouer avec les copains de la ligue. J'ai peur par contre que le jeu en fait fasse la prime aux casseurs de bouche. Non, c'est un peu le principe. Hein. Ouais, mais quand même, je suis plutôt adepte du bon jeu et de la passe longue, donc du coup, c'est un petit peu inquiet par rapport à ça. Et ouais, sinon, je pense que visuellement déjà, il sera assez beau. Hein, le 2 commence un petit peu à dater, et j'espère surtout que l'aléatoire va être un peu changé, parce que je pense que ça fait fuir plein de joueurs qui arrêtent au bout d'un moment le Blood Bowl parce que l'aléatoire est tellement cheaté que. Est-ce qu'on a une date de sortie pour Ouais, cet été. Après, je sais pas s'il y a une date exacte dans l'absolu, mais il est prévu pour cet été. Ouais, dans quelques mois, ça devrait être bon. Ouais. Et il sortira sur Switch.
Ah, ok. Donc, Moi, je pense que je vais carrément le prendre sur Switch. alors, ça fera sûrement j'imagine, l'objet d'un ramène ton jeu ou quelque chose. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Voire d'un stream, voilà, pourquoi pas. Ouais. C'est du stream, ça peut être sympa. Ouais. Et les modes en ligne, c'est important pour vous? Du coup, transition. Le fait qu'il y ait des tournois, des trucs. Non, j'ai jamais joué. J'ai très très peu joué au mode en ligne. Ben, la première fois que j'ai joué à un jeu de combat en mode en ligne, je crois que c'était sur Soul Calibur 3 ou 4. C'était le premier Soul où il y avait un mode en ligne. Qu'est-ce que c'était lent. J'avais détesté ça. Il y avait trop de lag et tout ça. Pendant quelques années, j'ai pas retenté l'expérience sur d'autres jeux de combat. Un jour, j'ai retesté sur Naruto Ultimate Ninja Storm 1 ou 2, je sais plus lequel. Et ça laguait encore à mort et je me suis dit bon le jeu de combat en ligne, j'arrête. C'est pas pour moi. D'accord. Alors, le gros défaut, c'est que c'est mal foutu. Enfin, ça a longtemps été très mal foutu. Et puis t'attends des plombes. Hein. Je me rappelle sur le 4, je crois, de Soul Calibur, l'un des derniers je crois que c'est le 4 que j'avais acheté avant le 6. Bah, t'attendais 5 minutes avant d'avoir un combat, et encore dans le meilleur des cas. Ouais. Même quand le jeu était sorti, genre quelques mois après sa sortie. Les interfaces en général sont très mauvaises. Effectivement, l'aspect tournoi, classement, c'est souvent en fait, les développeurs s'en battent les flancs en fait, complètement. Sauf peut-être avec Fighter Z où justement ils ont essayé de faire un truc et encore que. Bah après, il y a quand même des jeux qui sont taillés pour la compète et qui du coup, là, t'as un petit effort qui est fait, même si c'est pas forcément super efficace toujours. Mais ça fait plaisir en fait, à la limite de jouer contre des combattants que tu ne connais pas, sauf qu'en général, quand tu es un casual et que tu joues contre un mec qui passe sa vie à faire que ça, ça te passe vite l'envie d'aller jouer, de frotter au monde entier en fait. Mais tu sais ce qu'on dit? Get good, Briat. Non, moi je joue beaucoup en ligne. Pour moi un jeu de baston c'est principalement du jeu en ligne. Mais par contre je m'en bats les couilles quand même qu'il y ait plusieurs modes ou pas. Moi ce que je veux c'est juste un mode où tu peux affronter rapidement quelqu'un en ligne et avec éventuellement un classement. Ce qui est pas le cas dans des BFZ, hein. On a vu que c'est la misère pour trouver, enfin je veux dire, si t'as ça, mais il faut passer par le hall, il faut se trouver, enfin je trouve que c'est galère pour rien. Moi je vais appuyer sur un bouton. On en reparlera, ouais. Voilà. je vais appuyer sur un bouton et dire allez mets-moi en mode recherche pendant que je suis dans la salle d'entraînement et puis voilà quoi. Ok, dernière partie, et pas des moindres, puisqu'on va parler du game system. Parce que là, du coup, là, on a parlé de tout ce qui était un petit peu graphique, tout ce qui était enrobage, tout ce qui était... Voilà. Mais maintenant, on va parler de gameplay. Alors, les combos. 3 grandes écoles dans les combos. Les combos qui sont pas spécialement documentés, c'est-à-dire que tu dois les trouver toi-même. Et en gros, t'as peut-être des petits trials, des petits modes défis dans lesquels on va te proposer quelques combos qui vont donner des pistes. Et ensuite, après, c'est à toi d'en trouver des meilleurs. Donc ça, c'est ce qu'on a par exemple dans un Street Fighter. On a des combos qui sont documentés dans la liste des coups de perso, par exemple dans Tekken et dans Soul Calibur, il me semble. Ouais, ça fonctionne comme ça. Comme ça, hein, voilà. Ou alors, après, t'as des jeux qui vont prendre un petit peu qui vont piocher dans ces deux-là, mais en plus, on te propose aussi des combos automatiques. Par exemple, tu prends dans les Marvel vs Capcom ou dans des BFZ, où tu appuies sur un bouton, tu vas faire un combo. Par exemple, t'appuies sur carré, tu vas faire un combo qui va envoyer ton personnage en l'air, et si tu fais la même chose avec triangle, tu vas aussi finir par un super, par une attaque, par un Kamehameha. Tu savais pas? Si, j'ai fini par l'apprendre, mais en mode solo, hein. Quand je jouais avec vous, c'était pas le cas, donc du coup, c'était pas très drôle, en fait, pour moi de jouer. Du coup, là-dedans, vous êtes plutôt où, là? En fait, ça dépend le contexte. Si c'est pour jouer moi en solo et éventuellement me trouver un rival, j'aime bien la technicité, donc le fait de prendre des longues combinaisons un peu complexes, où tu alternes des coups latéraux, des coups horizontaux, un coup tu tapes en haut, un coup tu tapes en bas, enfin voilà, et du coup le gars en face doit aussi anticiper ces combos là, enfin tout ce côté là j'aime bien. Et c'est ce que notamment j'ai eu dans Soul Calibur, et d'un autre jeu qu'on n'a pas évoqué mais qui a été pour moi tout aussi important que Soul Calibur, ça a été Bloody Roar, le 1 et le 2. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure quand je parlais pas de narration, de storytelling. Oui. Parce que c'est un peu une référence du genre où t'arrives, tu te fais éclater, du coup tu te transformes en bête et tu reprends le dessus. C'était extraordinaire. C'était énorme. Donc pour rappeler le concept, pour ceux qui n'ont pas connu ça, parce qu'ils seraient éventuellement trop jeunes, Bloody Roar, en fait, on était des combattants humains, et pendant le combat, ils avaient la possibilité de se transformer en animaux. Donc il y avait un loup, il y avait
un lapin, il y avait un tigre, il y avait une taupe, il y avait tout un tas de personnages, et c'était bien bon quoi comme jeu. Et c'est en fait Soul Calibur et enfin Soul Blade, parce que j'ai commencé avec Soul Blade après plus tard Soul Calibur, et donc Bout du Roi aussi. C'est les jeux que j'ai joué avec mon rival le plus important quand j'étais petit, c'était mon frère. Voilà. Donc j'imagine que pour vous qui avez des frères, c'est pareil. La même chose, voilà. Voilà. D'ailleurs, je vais pas battre du suspense. Mon frère, que ce soit dans tous ces jeux, pendant longtemps, je l'ai battu, mais le jour où il a trouvé le perso avec l'attaque qui me niquait, ben j'arrivais plus à le battre. Voilà, c'est dans Blue du Roi, il y avait, je sais plus comment il s'appelait ce perso, c'est celui en fait qui se transformait en tigre, il avait une espèce de coup Long ou un truc comme ça, il s'appelait Long. Fei Long, je sais plus, j'ai plus son nom, ouais, il y a quelque chose comme ça, où il sortait c'était limite les 64 points du hacker. Ouais, c'était ça, qui te projetait contre le mur. C'est ça, en fait, il tapait, il se mettait une sorte de position où il tapait fort au sol, avec son pied, du coup ça avait été mon perso en l'air, et c'était en fait que je me protège ou pas, enfin on pouvait pas l'esquiver ça. Il envoyait une petite onde quoi qui me déstabilisait, et de là il enchaînait son coup avec les poings et ça me niquait quoi, et c'était imparable. Un jour où il a trouvé ça, à Blue du Roi, je pouvais plus le prendre, c'était fini. Et Soul Calibur, pareil avec Taki au Mitsurugi, je le tenais. Et un jour il a pris Kilik, qui était au bâton quoi, et là ben ça y est, je pouvais plus le battre. Il y a des armes anti-Kilik. Hein. Il y a des armes. Grave. Du coup je prenais Siegfried ou. Soit tu as plus de distance que Kilik, soit tu raccourcis la distance, donc tu prends des épées courtes type Sophitia ou des comme ça, et c'est des bonnes armes anti-Kilik. Je prenais d'autres persos, mais du coup lui changeait, d'arriver à trouver la parade. Du coup, enfin, comme moi mon perso absolu ça restait Taki, c'est ça que je maîtrisais le mieux, par justement j'avais appris tous ces combos et ce machin. C'est aussi ce qui a fait ma faiblesse, c'est que je l'ai battu tellement de temps avec elle qu'après il connaissait tous mes enchaînements, tous mes trucs. Donc l'avantage du jeu fait aussi ses défauts, entre guillemets, si tu as un rival sur la durée. Et pour juste rebondir un peu voilà dans le même genre, autre chose qui me plaît bien dans ça, c'est l'aspect stratégique en fait. C'est-à-dire que dans Soul Calibur 2, celui qu'on a le plus soudé avec le frangin, et à la fin on ne se touchait plus. On ne se touchait plus, ça. On arrivait à faire des rounds où où on finissait le timer quoi. Et parce que justement on connaissait tellement les deux personnages qu'on prenait, nos favoris, que du coup c'est la seule fois où ça m'est arrivé dans ma vie où en fait du coup le combat devenait stratégique. Voilà. Et dès qu'il y avait une ouverture, là, il y en a un qui se faisait hâter. Mais par contre, moi, c'est mon frère qui me fracassait tout le temps. Mais est-ce que cet aspect shonen, parce qu'on est complètement là-dedans, le mec essaie de dépasser le truc. Enfin, moi, en fait, c'est ce qui me plaît beaucoup dans le mode, dans le jeu en ligne, sur les jeux de baston. Et je remercie d'ailleurs au passage mon ami Achille78. D'accord. Parce que c'est lui qui m'a remis une pied à l'étrier un jour dans Street Fighter, parce que justement moi les jeux de baston avant je jouais un petit peu comme vous, c'est-à-dire principalement en solo et de temps en temps en ligne, et puis j'en avais marre de me faire arrêter en ligne, et un jour lui m'a dit mais viens on s'entraîne. Et en fait ring partner. Mais non mais voilà, et en fait c'est d'affronter lui qui prenait toujours son Ken de merde. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire contre ça. Il me faisait tout le temps la même chose. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire contre lui, et j'ai appris, je suis passé par la salle d'entraînement et j'ai appris à combattre son Ken et à l'éclater. Du coup lui il a appris à éclater mes techniques qu'il éclatait, et il y a une émulation comme ça. Et pour moi, du coup, le côté où tu es obligé de chercher un petit peu, d'essayer de te trouver, etc., ça fait partie du plaisir. Ça fait, tu vois, d'essayer de trouver, parce que dans Tekken, en gros, effectivement, dans Soul Calibur, t'as des combos qui sont prédéfinis, et tu dis, dans cette situation, j'utilise celui-là. Mais du coup, il y a un côté où où tu vas moins facilement surprendre ton adversaire s'il a l'habitude de jouer contre toi. Ouais. Alors que moi, alors que dans Street Fighter, tu peux te retrouver dans des situations où tu fais des trucs, ton adversaire, même si tu joues toujours contre lui, il avait jamais vu que tu faisais ça. Et d'un seul coup, ça le surprend, et hop, t'as gagné. Après, ça le surprend plus, du coup, t'essaies autre chose. Et j'aime bien ça. Pour moi, j'aime bien cet aspect-là. Pour moi, le côté, pour en revenir vite fait à mes trois catégories, là, le côté où t'as des combos automatiques, c'est une fausse bonne idée, parce que ça permet... J'aime pas, j'aime pas du tout, en fait. C'est trop assisté, j'aime pas. Ça permet aux débutants de pouvoir faire des trucs, c'est cool, mais ça le pousse jamais à dépasser ça. Et parce que ne serait-ce que parce que les combos qu'on t'apprend aussi dans les entraînements sont pas forcément plus rentables que celui-là. En fait, moi ça m'a fait ça pour Fighter Z. Bon, je pense qu'on en reviendra sur le jeu, mais sur ça, c'est le meilleur jeu Dragon Ball auquel j'ai joué dans la vie. C'est le jeu ultime, et c'est celui, dans un sens, c'est celui auquel j'ai le moins joué au final, ça c'est sûr, et c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé
au niveau du gameplay au final, parce que tu dashes 5 fois triangle, ça te fait un combo en l'air, tu finis sur un Kamehameha, un machin, et t'as pas de mérite. T'as fait un joli truc, mais t'as pas de mérite. Et comme tu dis, apprendre la vraie combinaison, le machin, alors oui, tu fais plus de dégâts, c'est un peu plus joli, mais... Alors après tu peux les pousser, tu peux étendre tes combos de manière considérable, oui. Mais ça va demander un travail qui est pas forcément évident. Parce que d'un côté t'as les combos automatiques, de l'autre on te dit bah là t'as des épreuves, tu vas pouvoir faire pour apprendre d'autres combos, tu dis bah les combos que j'apprends dans les épreuves sont pas plus rentables, ils sont plus compliqués à faire, donc bah j'abandonne, je vais pas chercher plus loin. Alors que non, en réalité tu peux étendre les combos de manière vraiment considérable, mais simplement bah pour moi c'est deux freins qu'on te met, avec que ça soit l'aide en t'apprenant des combos dans les défis ou en te permettant de faire des combos automatiques, on te met deux freins à l'apprentissage du jeu. Après, donc ouais, tout à l'heure je disais, il y a, donc ça dépendait un peu de ma préférence. Donc bien sûr que dans l'absolu je préfère donc à la Soul Calibur hein, ou à la Blood War. Donc tu apprends tes techniques, tes combos, même à la Street Fighter. Enfin voilà, dans cette veine-là où t'es pas assisté ou très peu. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi quand je suis en soirée avec les collègues. Le pote il a jamais joué au jeu de combat, tu dis tiens prends ce jeu, tu lui expliques un peu les touches de base et qu'il arrive tu vois à prendre du plaisir dans la soirée, parce que un Soul Calibur tu lui dis d'un coup tu te fais une soirée avec des potes ou un Street Fighter ou quoi, tu files à un gars qui a jamais joué à des jeux de combat et pas forcément prendre du plaisir parce qu'il va se faire latter toute la soirée. Alors dans Tekken t'appuies sur tous les boutons, ça marche. J'ai joué contre des copines à moi qui étaient venues, je me rappelle d'un souvenir dédicace à Laure, elle était venue un soir, on était rentrés de Montpellier ouais. Après une fête bien tardive hein, en fait on était rentrés le matin, au petit matin, et on avait passé la journée chez moi à Marseille, c'était très rigolo alors que on vivait tous à Montpellier. Il y a mon pote Jérôme qui dormait dans la chambre de mon frère et du coup on avait joué à Soul Calibur, alors je sais plus quel numéro, elle m'avait cassé la bouche en faisant n'importe quoi parce que justement elle dashait les boutons, comme tu dis elle dashait les boutons et en faisant n'importe quoi. Moi j'étais complètement déstabilisé à avoir un jeu très précis, très léché et je me faisais casser la bouche quoi. Ma gamine à 6 ans elle me lattait à Fighter Z hein. Bon déjà parce que le jeu j'ai pas trop joué, mais je lui ai dit bon ça fait ça fait ça, mais tu peux appuyer plusieurs fois là et bah ça suffit quoi, elle me fera casser quoi. Donc il y a de la part d'aléatoire mais du coup ouais, le côté des jeux où t'es un peu assisté, j'aime bien ça si c'est pour juste une soirée à l'occasion avec tes collègues et tu veux un peu délirer. Exemple par exemple à l'époque où je squattais beaucoup, c'était les fameux Naruto sur Play 2 donc les fameux où on pouvait aller sur le premier plan et l'arrière-plan que j'ai évoqué tout à l'heure. Ces jeux là t'arrives en soirée, tu dis à un collègue bon bah t'appuies sur carré, ça fait un coup de poing, t'appuies sur triangle, ça fait un coup de pied, t'appuies sur rond, ça lance des kunai. Tu lui expliquais comment faire un combo, enfin c'était des trucs très simples hein, une fois triangle, une fois rond, enfin si t'avais assez de pouvoir ou de mana, enfin ce genre de choses, enfin assez de ki. Mais voilà, en 2 minutes t'apprenais les bases du jeu et tu pouvais y prendre du plaisir dans la soirée. Même entre nous ils pouvaient jouer et se sortir des pires combos et s'éclater. Après forcément qu'avec l'expérience tu sors les touches plus rapidement, tu connais les persos et tout ça, donc t'as quand même forcément un avantage quand tu connais bien le jeu. Mais même quelqu'un qui débarque comme ça, puisque t'es sur un jeu qui est semi-assisté on va dire, ça t'arrive à passer du bon temps avec des gens qui ont pas forcément le jeu, voilà. Donc ça dépend le contexte, mais sur du long terme. Mais voilà, justement par rapport au contexte, justement, on reviendra sur cette question sur moi comment j'ai vécu ma première soirée avec vous sur Fighter Z. Oui. Je dirais pas tout à fait la même chose. C'est sûr. Et la durée des combos aussi dans un jeu, ça peut changer complètement l'expérience, parce que effectivement si tu te fais éclater par quelqu'un qui te fait 3 coups, c'est peut-être moins frustrant que se faire éclater par quelqu'un qui te tape en 2 minutes sans que tu puisses plus rien faire. Tout à l'heure je parlais des air dashers. Oui. Les air dashers, c'est des jeux qui sont donc les jeux à la BlazBlue etc, des jeux qui sont très agressifs et sur lesquels on va récompenser justement l'exécution de combos très très longs, dont on peut avoir dedans des touch of death combos, c'est-à-dire des combos où à partir du moment où tu as touché l'adversaire et que tu réalises ton combo parfaitement, tu vas le tuer. Tu vas lui enlever sa barre de vie complète. Oui. Ça peut être extrêmement frustrant, effectivement, c'est pas du tout ouvert à des débutants et voilà. Donc je trouve ça d'autant plus dommage justement un jeu qui comme des BFZ
qui permet de faire des combos très longs et de faire vraiment très très mal à un adversaire, d'essayer d'ouvrir ça à côté à des débutants en disant bah voilà, rien, tu vas pouvoir faire un petit combo qui fait un petit peu, qui enlève un quart de la barre de vie facilement, mais à côté de ça tu te fais toucher une fois, t'es mort. C'est extrêmement frustrant parce que t'as l'impression d'être bon quand tu joues en solo ou en local, t'as l'impression d'être contre un pote, ou bah tu te dis bah ça va, je gère ce jeu, et t'arrives en ligne, tu te fais éclater, et tu te fais éclater, tu te fais toucher une fois, tu poses ta manette, t'as perdu quoi. Enfin c'est Ouais. Moi je trouve qu'il y a un mélange là qui fonctionne pas. Les combos automatiques etc. sur un jeu comme Street Fighter ça peut fonctionner parce que les combos c'est jamais très long, parce que tu vas essayer de placer le petit coup qui fait mal plutôt que le combo qui dure 3 ans, surtout que t'as un combo DK qui est absolument phénoménal, ce qui fait qu'au bout de 3 coups ton personnage fait plus de dégâts quasiment. Donc ouais, pour moi ils ont fait une erreur c'est une erreur d'avoir essayé d'associer ces deux éléments qui sont complètement opposés. C'est bien, on va avoir un ramen un peu plus court du coup. C'est vrai qu'on a eu une longue miso et il y aura un ramen, ouais. Surtout quand le jeu permet de faire des juggles, c'est-à-dire de garder l'adversaire en l'air et de continuer à le frapper, et qui allonge encore. En fait, il y a plein de techniques qui permettent d'allonger les combos. Et je sais pas, la dernière fois j'ai cherché, c'était sur Marvel vs Capcom, j'ai cherché le combo le plus long. Le combo le plus long, il dure, je crois. Alors attendez. Merde. C'est ça l'avantage d'avoir bossé. Hein. Tactique. Bon, il y aura une coupure. On est à 1h23. 1h23. Ouais, je cherchais sur Marvel vs Capcom le combo le plus long que j'ai trouvé sur internet, il dure, enfin, en cherchant juste, j'ai cherché le premier résultat que j'ai sur Google en tapant le combo le plus long Marvel vs Capcom, il dure 2 minutes presque. Ah oui, bah. 2 minutes. Sachant qu'un match, en général, ça dure 90 secondes, le temps limite, quoi, c'est 90 secondes dans un jeu de combat. En comptant les combos à répétition, que les chips enchaînent tout, ou même sans compter ça? Enfin, t'as ce principe-là dans Marvel vs Capcom ou les chips. Alors justement, ce que j'allais dire, voilà, dans ce qui permet d'allonger un combo, bah tu vas avoir le juggle déjà, donc le fait d'envoyer ton personnage en l'air, ce qui va en général lui permettre de perdre encore le contrôle de son personnage pendant un petit peu plus longtemps. T'as les assists, donc voilà, Marvel vs Capcom, de la manière à des BFZ, t'as la possibilité de faire appel à d'autres personnages, à deux autres personnages, donc t'as ça aussi dans Skullgirls, enfin c'est un truc, dans ce type de jeu tu vas avoir généralement ça permet d'allonger considérablement les combos, c'est à dire que tu commences à faire un combo avec ton personnage, et là tu en appelles un autre qui va venir soit faire un petit coup, donc genre généralement t'appuies une fois sur le bouton, ça va faire un petit coup en plus, t'appuies longtemps, ça va changer de perso, il va venir, il va pouvoir commencer lui son combo. Ce qui fait que ça peut durer ça peut durer super longtemps. Moi, je trouve vraiment pas ça agréable, que ça soit en tant que assaillant ou en tant qu'assaillé. Assailli. Parce que, quand je me fais latter pendant 30 secondes, c'est très très long. C'est super frustrant. Surtout quand, au moment où tu te dis, bon bah là, ça y est, enfin là c'est bon, c'est parti, là le mec il arrête, tu dis ah bah je reprends le contrôle de mon personnage, et puis il reprend derrière parce que t'as pas été assez rapide, et que tu repars sur 30 secondes, c'est super pénible. Ouais. Et inversement, je bénéficie pas du revers de cette médaille, parce que moi je suis vraiment pas le genre de personne qui va bosser des combos très longs pendant des heures chez lui le soir. Donc pour moi c'est doublement négatif. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je pense que vous êtes un peu comme moi, non? Carrément. En fait, on va faire un mix entre les deux, un peu entre la miso et le ramen. C'est-à-dire que j'ai joué un petit peu en solo après ma soirée quoi. Et là j'ai découvert un peu comment fonctionnait le jeu, parce que c'est la première fois que je pense que je jouais un jeu de ce genre-là véritablement. Et ouais, j'ai été surpris en fait, parce que je sais plus ce que je voulais dire. Ça m'est perdu en cours de route. Tu disais ça donc, peut durer très longtemps. Ouais, voilà. Donc du coup, je me suis amusé contre l'IA toute pétée au premier niveau. Donc du coup, tu fais ah ouais, c'est content, c'est ça. Et puis après, je fais un match comme ça avec une IA un peu plus costaud, et j'ai pas vu le jour, quoi. J'ai pas vu le jour en croyant avoir maîtrisé un petit peu la base du jeu, en fait. Juste la base. Oui, ne serait-ce que Jiren, à un moment donné, qui nous sort son Goku, c'était quoi? Le Goku cheaté, là, végétaux. Non, même pas, le petit. Oui, le petit Goku, il fait super mal. Le petit Goku qui a des moves complètement imprévisibles quand tu le connais pas, et qui nous a éclaté 3 personnages à la suite avec seulement lui, alors qu'il s'était fait éclater avant avec ses deux autres personnages. C'est ça. C'était mon dernier perso, il était à
un quart de vie ou un tiers de vie et il a éclaté les 3 j'ai quand même perdu, je crois, mais j'ai failli l'emporter. Ouais, alors qu'il restait à 3 à Ultra Chili, donc ne parlons même pas moi, j'ai fait le combat d'après où il m'a niqué avec les 3 avec le même. Hein. Mais c'est vrai quoi, c'est un bon perso. Moi, je préfère des jeux qui vont moins favoriser l'exécution de combos longs, mais qui vont favoriser plutôt le mind game. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on est d'accord que l'aspect stratégique, un minimum de stratégie ou tactique dans un jeu de combat. Bah il y a toujours un minimum. Il y a mais toujours. On préfère ce type de jeu-là. Ouais, bien sûr. Tous les 3 quoi. Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas bien les autres jeux, mais bah après c'est une question de feeling, voilà. Question de public. Ouais, je trouve ça très spectaculaire les jeux à la Arc System Works, les jeux à la BlazBlue, etc. Mais alors à la fois c'est spectaculaire et en même temps je trouve ça chiant à regarder en tournoi par exemple. Oui. Parce que généralement t'as dès qu'il y a une tech qui est trouvée, enfin voilà, il y a un personnage, il y a un joueur qui trouve un bread and butter. Donc un bread and butter c'est un combo qui va être très rentable. Pour un personnage tout le monde va l'utiliser et ce qui fait que oui t'as des combos qui sont très longs, qui sont impressionnants, qui demandent beaucoup d'exercices, qui demandent beaucoup d'entraînement et qui demandent beaucoup de précision, mais finalement t'as l'impression de voir un petit peu tout le temps le même. Et je trouve ça vraiment dommage. Moi je suis plus je préfère les jeux où tu vas essayer de surprendre ton adversaire sur un coup que tu as bien placé mais qui va faire mal plutôt que donc voilà par exemple un jeu à la Bushido Blade où tu vas faire un coup et qui va tuer l'adversaire. Moi j'adore ça, je trouve ce principe extraordinaire. Et sinon un jeu à la Street Fighter où tu vas essayer d'ouvrir la garde de ton adversaire et de le surprendre. En fait à chaque échange c'est un mini combat que tu vas faire. Et c'est pas enfin, voilà, c'est un peu la façon dont je le vois. Du coup, je crois qu'il te reste une dernière partie à voir pour ta miso. Enfin, oui, alors c'était juste en continuant sur le gameplay. Ouais. C'était voilà, je préfère moi des jeux qui vont prioriser plutôt que l'exécution de combos. Je préfère des jeux qui vont mettre un petit peu l'accent sur le mind game. Et donc je voulais parler vite fait. C'est une partie très compliquée. Mes notes c'est le bordel et je suis à 0,02% d'énergie maintenant de tout ce qui était footsie, zoning, et mind game. Alors, tu veux parler de la gestion d'espace par exemple? Voilà, la distance plutôt, la gestion à distance. Ça, exactement. C'est quelque chose qui va être très présent dans un jeu par exemple à la Street Fighter, qui va consister à gérer donc l'espace entre les personnages. En gros, on va voir en début souvent vous avez peut-être vu ça dans les tournois, etc. Au début de combat, chaque joueur va déplacer son perso d'avant en arrière en donnant des coups de poing dans le vide ou des coups de pied dans le vide. Et là tu te dis ça sert à rien, il est trop loin là le monsieur. En fait ça sert à quelque chose. Alors normalement à ce stade j'aurais dû vous parler de Hitbox, mais je vous en ai pas parlé de Hitbox. En gros la Hitbox c'est la zone du personnage qui permet soit de recevoir ou soit d'infliger des coups. Ça c'est une petite précision pour monsieur A. Voilà. Donc il va y avoir des attaques selon alors ça, est-ce que là je parle d'un truc qui est complètement général, je parle pas d'un jeu en particulier, ça va vraiment dépendre des jeux, il y a des trucs qui vont être vrais pour certains, d'autres pas vrais pour d'autres, mais en général il y a des coups et des attaques qui vont pouvoir faire des dégâts et en recevoir, des attaques qui vont pouvoir faire des dégâts tout en étant pas sujettes aux dégâts adverses et des positions qui vont permettre de recevoir des coups sans faire de dégâts. En gros par exemple tu fais un Shoryuken dans Street Fighter, tu vas faire des dégâts si ton personnage touche la hitbox si l'adversaire touche la hitbox de ton personnage, il va recevoir des dégâts. Toi, quel que soit ce qu'on t'a envoyé, tu vas pas en recevoir. T'as des frames d'invincibilité, donc tu vas ton Shoryuken, on peut pas lui faire de mal à certains stades de son déploiement. Par contre, toi, tu fais des dégâts quoi qu'il arrive. Donc, quelqu'un qui frappe un Shoryuken, il va prendre des dégâts. T'as d'autres coups, par exemple tu vas faire 2 coups de poing, selon les jeux, soit tu vas prendre tous les 2 dégâts, soit c'est seulement celui qui a frappé en premier ou en dernier qui va en prendre, etc. Double KO. Voilà. Par exemple, là, généralement t'as un coup, quand tu vas faire une attaque, ton coup il va avoir une première phase qui est une phase de préparation, une deuxième phase qui va être active dans laquelle il va faire des dégâts, et une troisième phase de récupération pendant laquelle il va pas faire de dégâts mais il va permettre d'en recevoir. Ce qui veut dire que par exemple tu vas envoyer ton poing en avant,
il y a une période pendant laquelle ton poing, il faut imagine une boule rouge au bout de ton poing, ça veut dire que tu fais des dégâts. Au moment où tu es arrivé à l'étendue maximale de ton coup, là tu vas retirer ton poing, et pendant toute cette partie, ton poing ne fait plus de dégâts. Si jamais quelqu'un frappe ton poing, il va pas recevoir de dégâts, par contre il va t'en faire. Et donc c'est ça, quand on donne des coups là comme ça en s'approchant, en s'éloignant, en fait on espère pouvoir toucher l'adversaire alors qu'il vient de faire un coup. Pendant que tu fais un gros coup de pied en disant ah, ce gros coup de pied peut-être qu'il va toucher, mais non, il était un petit peu trop loin, donc t'as pas touché. Mais toi derrière tu vas pouvoir contrer en disant bah je te tape dans ton pied, même si t'étais trop loin pour que je te touche naturellement. Voilà. Donc ça c'est le principe de général, hein. En gros c'est tu fais un coup, tu invites l'adversaire à dire viens tape dedans, tu veux frapper avec viens, je vais te niquer. Je fais un coup, viens tape dedans, tu veux frapper avec ton coup qui frappe un peu plus loin et un peu plus fort, hein. Ben raté, t'es tombé dans mon piège, tu es mort, tu ne sais pas pourquoi. Voici ce qui s'est passé, j'ai fait un petit point, t'as voulu le punir avec un gros pied, mais ton gros pied était trop loin, et ah oui fait. Et sur le retour, pendant que ton pied ne faisait plus de dégâts, j'ai choisi de faire un Shoryuken, j'ai dashé, j'ai commencé un combo, etc. Super. Donc ça aussi. Oui voilà, enfin en gros voilà, il y a tout un côté mind game, tout un côté brainfuck où tu vas essayer de baiser le cerveau de ton adversaire. C'est des échecs en fait à ce stade. Ouais, bien sûr. Tu vois, en gros qu'est-ce que mon adversaire peut faire là où il est, qu'est-ce qu'il a comme mouvement, qu'est-ce que je peux faire moi, et si jamais je fais ça, est-ce que c'est safe ou est-ce que c'est pas safe. Et je trouve ça complètement... Alors, ça existe aussi dans d'autres jeux, sauf que par exemple dans DBFZ, à n'importe quel moment tu peux te téléporter derrière ton adversaire. Et que ça soit avec la TP qui existe pour tous les personnages, qui est pas forcément super intéressante parce que c'est une TP qui va te permettre éventuellement d'éviter un coup, mais même si... Et d'en donner un seul en fait. Oui voilà, alors je crois que si genre tu le fais près d'un mur, enfin près d'un bout de l'écran, ça va le renvoyer dessus, tu vas pouvoir éventuellement faire un dash, je suis même pas sûr, je suis pas certain. Mais t'as des personnages qui vont avoir d'autres TP, qui peuvent éventuellement s'enchaîner. Donc la gestion et même dans tous les cas à n'importe quel moment dans DBFZ tu peux dasher vers son adversaire, ce qui fait que la gestion de l'espace entre les personnages est vraiment pas la même que dans un Street Fighter où bah tu sais c'est plus facilement prévisible et donc tu vas pouvoir anticiper et prévoir ce que tu vas faire en conséquence. J'explique ça super mal. Mais l'idée voilà, c'est qu'on est en permanence en train de juger ce qu'on peut faire en fonction de la position de l'adversaire, ce que lui-même a comme option. Et c'est ça que je trouve intéressant justement dans les Soul Calibur, c'est-à-dire que la gestion aussi de cette distance en fait entre les armes est méga importante, et notamment le fait de défendre en haut, en bas, mais aussi en latéral avec l'esquive, fait que du coup toutes les possibilités sont démultipliées et je trouve ça super intéressant parce que là du coup tu vas devoir déployer tous les trésors possibles en termes de gestion de la distance, notamment de ton arme et pas seulement de ton corps, de ton personnage, pour savoir si tu vas toucher, à quelle intensité, et le jeu est extrêmement complexe de ce point de vue-là, je trouve. Mais alors, du coup, si jamais, imaginons, t'as un bâton dans Soul Calibur, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Soul Calibur, t'as un bâton, tu frappes vers l'avant avec ton bâton, et l'adversaire touche le bâton, est-ce que tu prends des dégâts? Si tu as fait un pas sur le de côté, non, tu le prends pas. Non, mais alors il te touche pas à toi, il touche pas ton corps, il touche ton bâton. Alors, du coup, si tu regardes, tu sais. C'est-à-dire que toi, t'es complètement open, c'est-à-dire que t'es encore. Alors, c'est vrai que les mouvements sont rapides dans Soul Calibur, donc t'as pas forcément l'occasion. Mais imaginons, voilà, t'es en train de faire un gros coup qui est un peu lent. D'accord, t'es en train de frapper avec ton bâton, et au moment où tu finis le coup, ton bâton est toujours devant toi, et l'adversaire frappe ton bâton. Est-ce que tu prends des dégâts? Déjà, est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que c'est possible de frapper le bâton de quelqu'un? Qu'est-ce que tu penses, toi, Jérém? C'est possible ou pas? Bonne question. Je suis pas sûr, hein. Tu veux dire que sur le retour du bâton, en fait, un peu comme tu parlais comme exemple de point, est-ce que tu prends des dégâts à ce moment-là? De mémoire, il y avait un truc qui faisait que si t'envoyais des dégâts en même temps avec ton ennemi, c'était une sorte de boule qui repoussait les deux. Voilà, et les deux prenaient un petit peu des dégâts, mais pas beaucoup en général, c'était pas très puissant. Donc je dirais qu'en fait, je pense que c'est un cas de figure où les deux prennent des coups en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu t'es trop approché, donc du coup t'as mis ta hitbox vulnérable, mais en même temps, comme c'est un moment où sa hitbox est aussi vulnérable, les deux prennent des coups. Je dirais que ça fonctionne comme ça, mais je suis pas sûr à 100%. Il y a un système comme ça. Après, je sais plus si on prenait des dégâts par contre. Je sais plus, mais je sais qu'il y avait un truc. Il y a une sorte
d'interaction qui se passait quand il y avait le coup qui était porté en même temps. Ouais, dans Fighter Z d'ailleurs, il y a ça quand tu lances des combos en même temps, une espèce de contre où tu as les deux personnages qui repartent en arrière. Ok. Non, je voulais parler juste des différents moyens d'ouvrir la garde de son adversaire. Parce que donc tu le disais par exemple avec les jeux à armes généralement tu vas avoir des coups qui sont plus ou moins horizontaux ou verticaux, ça va être un moyen par exemple de passer au travers de la garde de l'adversaire. Il y a des jeux qui permettent par exemple pas de bloquer en l'air, c'est le cas de Street Fighter. Il y a des jeux qui permettent de bloquer jusqu'à un certain point. Je crois que dans les BlazBlue, au bout d'un moment, si tu prends un certain nombre de dégâts, ça perce la garde, il me semble, je suis pas certain. Ça fait longtemps, peut-être. Ça fait très longtemps. Sans oublier les coups imparables. Alors, dans Soul Calibur, mais je pense qu'il y a d'autres types de jeux où il y a des coups imparables qui mettent un paquet de temps à se mettre en place et que du coup, là, tu es vulnérable. Mais par contre, si tu te le prends en pleine poire, c'est imparable. Ouais, je suis pas très fan de ça. Bah, c'est ce qu'on tu reprochais, Jérém, justement, ce genre de coups, sur les plus récents, ça. Sur le 3, ça met ses coups chargés, surpuissants. D'un côté, au début, j'étais content, c'est joli, et après, en fait, au final, je me suis dit, je trouvais que ça changeait trop le gameplay par rapport à ce que j'avais aimé dans le 2. Moi, j'aime pas trop quand il y a des mécaniques spéciales pour passer au travers de la garde, par exemple, des guard breakers, ou même des coups. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'aimais beaucoup et que je maîtrisais pas beaucoup et que c'est un aspect qui me plaisait beaucoup, c'est la parade en fait. C'est-à-dire que alors ça, je vais en parler juste après dans la mitigation des dégâts. Alors moi, pour moi, le jeu parfait, il est classique dans son mode d'ouverture de la garde, c'est-à-dire que t'as, par exemple, si jamais il garde en haut, tu tapes en bas. Si jamais il garde en bas, tu fais un overhead. Donc un overhead pour Monsieur A, c'est un coup spécial, c'est un coup qui se fait au niveau du sol, mais qui frappe au-dessus de la garde accroupie. Ou alors tu fais un cross-up, c'est-à-dire que tu fais un coup alors voilà, soit un coup aérien simple, ou soit un coup aérien qui part de devant, mais qui frappe derrière. Voilà, ce genre de truc. Moi j'aime bien ça, ce qu'on a dans Street Fighter en fait. Ça me paraît très bien. Je vois pas pourquoi on changerait ça. J'aime pas non plus les jeux qui vont forcer l'agressivité. C'est-à-dire par exemple dans les BlazBlue, t'as des buffs et des debuffs en fonction de si t'es plus ou moins en attaque ou en défense. C'est-à-dire que le joueur qui est plus agressif va faire plus de dégâts que celui qui est en défense par exemple. Même si j'ai conscience que c'est problématique, les gens qui jouent en Turtle, par exemple, les guiles dans Street Fighter, où tu peux rester dans ton coin, attendre que l'adversaire attaque et puis le punir quand il attaque, c'est super frustrant. Mais je pense pas que ajouter une mécanique de jeu pour compenser ça, je pense qu'il faut juste pas que ce personnage existe. Oui. Qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir un personnage qui permet de jouer en étant simplement passif et de punir. Voilà. Voilà, donc justement dans la possibilité de mitiger les dégâts, alors il y a la garde, ça c'est le classique. On a l'esquive qu'on va avoir dans les jeux en 3D ou en 2D parfois aussi, comme dans les jeux SNK. Et la feature qui peut paraître anecdotique pour certains, mais qui est pour moi la fonctionnalité la plus extraordinaire de l'histoire du jeu de baston et peut-être même du jeu de vidéo tout court, qui s'appelle le pari, la parade. Il y a étonnamment assez peu de jeux qui l'utilisent, ou alors qui vont l'utiliser sur certains personnages seulement. Il me semble qu'on en a quelques-unes dans Tekken, dans Street Fighter et dans Soul Calibur, sur certains persos. Je parle de parade, c'est le truc qui a sorti au bon timing pour faire un contre derrière, quoi. C'est ça. Oui. Soul Calibur, clairement, ça. Moi, je sais ce que je faisais, que je maîtrisais à fond dans Soul Calibur 2. C'est que de mémoire, la touche était croix, et il fallait faire soit si tu faisais flèche d'avant, ça repoussait ton adversaire et tu pouvais l'enchaîner. Si tu faisais croix et arrière, oui, c'est complètement intégré au gameplay. Au gameplay, déséquilibré et il tombait, mais pareil, tu pouvais l'enchaîner. Tu pouvais faire 2 ou 3 parades comme ça, et il fallait après faire ça au bon timing. Alors c'est ça. Généralement, il y avait des personnages comme Sophicia que j'utilisais beaucoup, qui avaient une prédisposition avec ce coup-là. Par exemple, un Mitsurugi, c'était un gros coup. La combinaison de 2 touches, c'était un gros coup qui défonçait tout sur l'écran. Et chez Sophicia, c'était un petit coup de bouclier. Et en fait, non, c'était la parade. Sauf que c'était extrêmement facile à faire. Du coup, ça marchait bien. Parce que généralement, c'est un coup qui est justement demande un bon timing et qui aussi te met en danger si jamais tu le rates. Complètement. Mais c'est beau. Oui, bien sûr. Alors, c'est en ligne, c'est souvent la merde. Alors, sauf que en ligne, encore une fois, j'en ai pas parlé. Je devais en parler un petit peu avant, puis finalement, c'est dans les parties que j'ai zappées. On va pas spécialement réagir en ligne. On va plus anticiper.
C'est-à-dire que quand on voit des gens qui ont des réactions de fous furieux face à une ouverture d'une frame d'un adversaire, c'est pas qu'il a vu la frame, c'est simplement qu'il a su que après son coup, il avait l'opportunité enfin, il sait qu'à ce moment-là, il a l'opportunité à ce moment-là de frapper. Donc même avec un peu de lag, ça passe. Pour le pari, c'est un peu plus compliqué. Moi, le pari, le système de pari de Street Fighter 3, pour moi, il est extraordinaire. Le système de pari de Street Fighter 3, c'est que quand le personnage frappe l'adversaire frappe, tu appuies vers l'avant, ça annule complètement le coup. Je crois que ça te laisse en frame advantage. Alors ça dépend du coup que le mec a fait en face, mais généralement ça va être le cas, sinon c'est pas intéressant. Sauf qu'en fait non pardon, j'ai une connerie, je me corrige tout de suite. Le personnage en face peut continuer peut faire un combo. Et tu dois faire un pari sur chaque. Ouais, c'est dur ça. C'est super dur. Mais quand il arrive, c'est magnifique. Alors. Il y a un jeu qui a mis l'art de la parade au centre. Vous allez me dire si je dis une connerie. C'est Vagrant Story. Oui, Sekiro. Ouais, ou Sekiro, ouais. Mais dans plus ancien, ouais. Alors, j'ai parlé de frame advantage, je précise ou pas? Parce que ça veut dire... Pour monsieur A, allez. Monsieur A. Alors, il y a plusieurs moments où tu perds momentanément le contrôle de ton perso dans un jeu de baston. Quand tu te fais frapper, ce qu'on appelle le hit stun. Que d'anglicisme. Oui, hit stun, t'es stun après un hit. Ouais, mais on peut trouver des versions françaises. Ouais. Quand tu bloques et mais d'accord, mais quand tu bloques et qu'on appelle ça le block stun, quand tu différencies block stun et hit stun, si jamais c'est tout l'étourdissement. D'ailleurs, c'est pas étourdissement parce que l'étourdissement et le blocage, c'est le vacillement. Et l'étourdissement, c'est encore autre chose. C'est quand tu t'es frappé plusieurs fois et que tu... Non, le vacillement, donc. Ouais. Donc en gros, ou alors quand tu réalises un coup, voilà. Quand tu réalises un coup, tu frappes, il y a un petit moment pendant lequel tu peux plus frapper à nouveau. On appelle ça un temps de latence. Je sais pas, non, peut-être. J'appellerais ça la recovery, mais ouais. Je suis pas sûr de mon coup. On se bat pour des mots qui ont exactement la même signification. T'as la possibilité d'annuler cette phase de recovery en faisant un cancel, simplement en annulant cette phase avec un autre coup qui a la propriété d'annuler cette... Bon, je vais pas rentrer là-dedans, je sais même plus ce que je vais raconter à la base. Bref, tout ça pour dire que quelquefois ton personnage, l'adversaire va te frapper. S'il fait un coup qui a une recovery qui est longue, peut-être que ton block stun, si jamais tu l'as bloqué, donc le temps où tu seras inactif parce que tu as été frappé dans ta garde, sera moins long que le coup que le temps de recovery de son attaque à lui. Donc t'es en frame advantage. Donc la question c'était, est-ce que t'es en frame advantage? Frame advantage, pourquoi? On parle de frame parce que c'est comme ça qu'on décompose le temps dans un jeu de combat. T'as 30 frames par seconde. C'est donc le nombre d'images par seconde que tu as et qui vont... Alors, en gros, chaque animation dans un jeu de combat va être mesurée en frames. Tu vas dire, ben voilà, par exemple, moi, la phase active de mon coup de poing, c'est 3 frames. Alors forcément, c'est quelque chose que tu vois pas à l'œil nu, encore une fois, mais c'est bien de savoir que, bah, par exemple, si jamais quelqu'un te bloque, toi je vais dire n'importe quoi, t'as un block stun de 5 frames, lui t'as fait un coup que t'as bloqué qui a une recovery de 6 frames, bah tu sais que t'as une frame pendant laquelle tu peux le frapper, il aura pas le temps de réagir. Oui, puis c'est la base de tous les jeux pourris qui ont existé sur la planète, cette fameuse question de la hitbox, quoi, en fait, et du temps que tu peux mettre justement pour... Bah, par exemple, moi j'ai vu un truc qui m'a dégoûté de Soul Calibur, c'est que j'ai vu un gars dans un tournoi qui appuyait sur carré tout le temps avec je sais plus quel perso, et puis le mec était là, il fait ouais, mais en fait le truc c'est que il était en train de parler, il était en train d'appuyer sur ce carré, et puis il était là, il fait bon, en fait le truc c'est que ben comme ce coup a une recovery super courte de frame, bah, personne peut contrer. Enfin en gros c'est t'as pas le temps de faire un coup, j'ai déjà le temps de refaire le mien. Ouais. Mais j'ai trouvé ça complètement nul. C'était pas ces chiffres-là, mais en gros c'était ça l'idée, quoi. Le mec était là, il fait ouais, donc alors forcément les gens sont pas contents en face. Hein. Il continue de parler, il continue d'appuyer sur carré en faisant son truc. Ouais, ça c'est ce que parfois je déteste dans le jeu de compétition après, même si c'est pas le sujet, mais c'est ce côté où en fait des gars contournent en fait le jeu, ou en tout cas abusent du gameplay du jeu, en train de ses mécaniques, et jusqu'à le dénaturer, parce que au final ce qui fait je trouve l'essence de Soul Calibur, c'est le côté chorégraphique. Moi c'est ce qui me plaisait dans Soul Calibur, et ce gars là, voilà, qui dash le même bouton juste parce que, comme tu le dis, ça se fait un avantage dans les frames et tout.
Ouais, moi je trouve que c'est un enculé de jouer comme ça, quoi. Enfin, Alors voilà. après, oui et non, parce que C'est la base du sport, du jeu de combat en compétition. Quoi. Mais il y a des trucs qui sont devenus interdits avec le temps. Et... Bah après, oui et non, parce que tu peux le contrer, ça, c'est facile à contrer. Je veux dire, le mec, il est debout, il frappe, tu te frappes en bas. Mais sauf que tu t'attends pas à ce qu'il y a un coup qui sorte comme ça gratuitement. Enfin voilà, j'ai trouvé ça pas ouf comme. Ça rappelle, tu vois, quand à l'époque je jouais à Dragon Ball Budokai 3, c'était, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, à Budokai 3, il y avait un système en fait de jauge qui permet à l'image de Fighter Z de se téléporter derrière ton adversaire. C'est-à-dire que quand tu tapais le chip, bon, s'il pouvait pas se protéger, enfin même il pouvait se protéger s'il voulait, mais s'il voulait, il pouvait apparaître derrière toi et te contrer. Et en fait te repousser avec un coup de pied ou un coup de poing, enfin ce genre de choses. Et en fait derrière ça pouvait te laisser un avantage de caler un gros combo super puissant. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait un type, il prenait le perso qui avait le plus de jauges. En fait, sur les persos, il y en avait qui avaient juste 2 jauges, donc il pouvait juste te contrer 2 fois. T'en avais qui en avaient 8, 9, 10. Donc là, compliqué quoi de contrer. Donc il prenait le perso qui en avait le plus. Et en fait, tu le tapais, il se téléportait. Toi, tu le contrais en te téléportant derrière lui. Il se retéléportait derrière toi. Et en fait, ça faisait ça jusqu'à qu'il y en a un qui ait plus l'avantage parce qu'il ait plus assez de jauge. Mais il peut pas juste appuyer dans la direction opposée de son adversaire pour bloquer son coup. Non, tu pouvais pas. Du coup, bah à la fin, ce qui se passait, c'est que comme lui, il prenait toujours ce perso d'enculé. Il avait toujours, quoi qu'il arrive, une jauge de plus que tout le monde. Donc à la fin, c'est lui qui te calait le dernier coup, et derrière, il t'enchaînait avec un gros combo d'enculé, et il était content, et en fait, il lâchait pas son perso. Et moi, je déteste, au-delà de trouver ça détestable, la manière dont tu jouais, j'avais pas envie de me rabaisser à son niveau, et de prendre son même perso, et pour dire, tu vois, ben là, c'est le premier, en fait, qui lance son truc, qui a perdu, parce que... Oui, non, c'est nul. Tu vois, c'est se rabaisser, donc j'essayais de niquer autrement, mais j'y arrivais pas trop. Parfois j'arrivais à gagner des combats, mais il arrivait à me battre, mais avec sa technique de lâche, il faisait que ça. Et après quand je disais, prends notre perso un peu pour voir ce que tu vaux vraiment, là il se faisait flinguer quoi, là mais bon. Mais voilà, ça c'est ce genre de truc que je déteste quoi, des types qui exploitent le mini-truc et qui... Mais est-ce qu'il faut détester la personne qui exploite le jeu, ou le jeu qui laisse des trucs exploitables comme ça? La personne, l'intention est plus importante que la possibilité de faire action. La personne. Alors, j'aimerais juste vous partager un dernier truc qui s'appelle l'Evo Moment 37. D'accord. Peut-être que je vais certainement déjà montrer un jour. C'est en 2004, donc c'est l'Evo, c'est un des tournois les plus importants de jeux de combat. Et je vous invite à chercher, pour ceux qui nous écoutent, sur Google, vous tapez Evo Moment 37. 37, vous retenez, c'est comme 42, la réponse à la question de l'univers. Voilà, -5. C'est débile, mais je pense que voilà, vous retiendrez. Bref, on a donc Umaera Daigo. Ou tournage -1, un truc comme ça. Non. Tournage tout court. Non. Parce que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Ouais, mais... Bref, donc le 37, qui n'est pas mon âge, malheureusement. Et ton âge, -1 non plus. Ah, ton âge -2 Ah merde. Ah, je te donnais un an, puis je viens de désolé. C'est la moustache, ça. Bref, on a Umaera Daigo, surnommé The Beast, qui était une légende de Street Fighter. Alors je dis était parce que depuis Street Fighter 5, il a un petit peu perdu sa superbe, il s'est fait poutrer par des randoms à des conventions. Bon, il essaie de remonter un peu la pente, mais c'est des choses qui arrivent au meilleur, surtout au meilleur. Mais rien que pour cette action, il gardera de manière éternelle notre respect. Donc il joue Ken, il est face à Justin qui joue Chun-Li. Il est mal barré, il reste 45 secondes, il lui reste à peu près autant de vie que ce qu'il a enlevé à Chun-Li, soit l'équivalent d'un gros coup. Il remonte un petit peu, mais à 30 secondes de la fin, Justin lui envoie un gros coup de pied qui lui fait descendre à quelques pixels de vie. Et là, Chun-Li envoie son super. Je crois que j'ai vu cette vidéo, c'est un truc mythique ça. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le pari dans Street Fighter 3, c'est en appuyant dans la direction de son adversaire au moment où le coup connecte. Donc c'est précis et dangereux. Le super de Chun-Li dans Street Fighter 3, alors je vais peut-être dire des conneries, mais je crois que c'est qu'elle frappe 5 fois avec la technique des 1000 pieds. Puis elle fait un gros coup de pied qui frappe vers le haut et remis le pied 5 fois. Et un gros coup de pied, remis le pied 5 fois et un gros coup de pied montant final.
Et Daigo, il a tout pari. Il a pari, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il suffit pas de faire la parade sur le premier coup, il faut tous les faire. Donc il a fait les 5 premiers, il a fait le gros coup, il a fait les 5 suivants, il saute, il part le dernier coup, et au moment où Chun-Li a encore son pied en l'air, bah lui il éclate. Il éclate, voilà. Ça c'est dead, ouais. Il fait un petit combo, et puis derrière lui-même son super, et il éclate toute la barre de vie qui lui reste. Et ça, c'est des trucs, donc t'as la salle qui est en folie. J'ai vu, ouais, je la revois. Et c'est pour ça que le pari, c'est la meilleure, c'est le meilleur truc qui existe dans le jeu de combat. Et on est d'accord, du coup, et je prendrai pas non comme une réponse, que dans notre jeu, il faudra un pari. Dans notre jeu idéal. Ouais, complètement. La parade, c'est dur, c'est exigeant, mais c'est tellement gratificateur. Moi, je suis hyper frustré quand je joue à un jeu de combat et qu'il n'y a pas un truc de parade ou de contre. Je suis vraiment dégoûté. Pour moi, c'est hyper important. Ouais. Voilà. Après, bon, il y a d'autres jeux qui ont d'autres systèmes d'annulation de dégâts. Je sais pas si c'est nécessaire d'en parler. On s'en fout. Je pense que là, on a bien fait le tour du sujet. En 1h40, un peu plus. De manière anecdotique, mais juste parce que j'ai amené pour vous faire écouter le bruit. Le matériel de prédilection qui sera utilisé dans le jeu. Au niveau du matériel, on a quoi? On a la manette. On a ce que je voulais vous faire écouter, le fight stick. Ouais. Alors, je me suis dit, comme on avait des micros, c'était l'occasion. Voilà, un fight stick. Donc un fight stick, en gros, c'est ce qu'on va avoir sur une borne d'arcade. Ça reproduit ce qu'on a sur une borne d'arcade, c'est-à-dire un stick qui fait ce bruit-là. Ouais. Voilà, c'est magnifique. Et des boutons qui font ce bruit-là. Et des boutons en fait qu'il suffit d'effleurer pour que ça valide le coup. Qu'on martelait avec le gros doigt. Que tout le monde martèle. D'ailleurs, on voit des grosses traces de gras et tout parce qu'en général, je joue au fight stick en mangeant de la pizza. Oui, c'est normal. C'est la base. Mais oui, on les martèle alors qu'en fait, effectivement, tu poses ton doigt dessus. Le poids d'une plume suffit à les activer. Et entre deux, on a alors. Ça va être plus ou moins adapté en fonction du jeu. Généralement, les jeux de combat traditionnellement vont être sur 2 rangées de 3 boutons. Et on va avoir des combinaisons qui nécessitent d'appuyer sur 3 boutons. Donc généralement ça va être carré, triangle et R1 qui est la rangée du haut. On va appuyer sur les 3 boutons en même temps. Donc si jamais effectivement t'es sur un stick, c'est plus facile d'appuyer sur 3 boutons avec 3 doigts que sur une manette. Inversement, on va avoir des jeux qui vont nécessiter de faire des combinaisons du type carré, rond, R1, donc avec une forme en V sur un stick. Et là, pour le coup, c'est beaucoup moins facile, c'est beaucoup moins évident. Il n'y a pas vraiment de position confortable qui permettent d'appuyer sur un stick avec 3 doigts. Alors, dans tous les jeux de baston, on peut reconfigurer la configuration des boutons. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des jeux, par exemple, les jeux Arc System Works, ils vont plus se focaliser sur 4 boutons d'attaque, et ensuite ça sera des boutons un peu spéciaux pour les assists ou pour les coups spéciaux. Donc généralement ceux-là vont être traditionnellement plus orientés manette que les Street Fighter qui vont être plus orientés stick arcade. Entre deux, on a 2 alternatives qui sont les fight pads, c'est-à-dire c'est des manettes mais qui vont avoir le layout des boutons des fight sticks. Voilà, donc ça permet d'appuyer sur 3 boutons, soit avec le pouce en travers, ou soit avec 3 doigts, comme ça en passant en mode 3 doigts. Et on a aussi ce qui s'appelle... J'ai tendance d'ailleurs dans les jeux de combat à avoir, d'ailleurs ce qui fait que je suis aussi mauvais, à avoir ma main droite, donc du coup avec les boutons par-dessus la manette. Par-dessus la manette, ouais. Bah du coup peut-être un fight pad ce serait, ou un fight stick, ce serait plus adapté pour toi. Et on a un intermédiaire qui est intéressant, qui s'appelle des hitbox. Et donc en gros c'est un stick arcade, mais sauf qu'à la place d'avoir un stick, t'as des boutons. T'as des boutons en plus qui servent à te déplacer en avant. Donc pour les dash, etc., c'est nickel parce qu'au lieu d'appuyer 2 fois vers la droite, par exemple pour avancer sur ton stick ou sur ta manette, là c'est du bout des doigts, quoi. Et voilà, donc c'est... Et donc en fonction, alors en vrai on s'en fout un petit peu, c'est pas ça qui va faire que tu vas choisir un jeu plutôt qu'un autre, parce que moi je joue à tous les jeux au fight stick et y a pas de problème, je ne suis jamais retrouvé limité. Même les jeux qui demandaient des positions en V, j'ai simplement reconfiguré les touches pour pouvoir y jouer. Mais voilà, faut savoir qu'il y a des jeux qui vont favoriser plutôt l'un que l'autre. Du coup maintenant, si on fait le bilan de cette courte description des différences entre les jeux de baston, qu'est-ce que ce serait notre jeu de prédilection? Donc alors, si je résume, on aurait un jeu qui serait plutôt dans une arène en 3D, qui favoriserait plutôt pas les combos longs, mais plutôt le mind game que le combo long, qui aurait des animations sympas. Qui aura un certain nombre de persos mais à
à vrai dire, voilà, un nombre équilibré de persos et différencié surtout. Entre 20 et 30, ça me paraît un bon compromis. Ouais, et différencié. Qui ont une vraie histoire avec une vraie personnalité. Et qui permettrait donc d'ouvrir on ouvrirait la garde en plus en mode avec un système de contre ou de parade assez évolué. Voilà. Oui, c'est ça. Moi j'ai envie de dire c'est Bushido Blade. À part peut-être pour l'histoire, je me souviens plus si les persos avaient une vraie histoire. En tout cas, ils avaient un vrai charisme, les persos. Et des armes. Évidemment. Des armes. Ouais, donc effectivement, on n'est pas loin de notre proposition de première minute. En fait, vous avez écouté ça pendant 2 heures pour rien. En tout cas, pour Jérémy et moi. Ça, nous, c'est Soul Calibur, a priori. Mais effectivement, si on intègre des éléments dont on a beaucoup discuté, je pense qu'effectivement, ça peut donner des évolutions sur ce que peut être un Soul Calibur ultime, en fait, en quelque sorte, quoi. Honnêtement, le 2, moi ce qui m'a fait chier, comme je dis, c'est qu'il rajoute un peu des gros coups chargés qui levaient moitié de barre, voire plus, selon les persos. Nightmare, il te foutait son attaque chargée, ça pouvait te lever 3/4 de ta vie, quoi. Moi, il y a que ça qui m'a gâché. Excuse-moi, je te coupe pour une information très importante, c'est que je suis tellement fatigué que j'ai failli vaper le micro. Ah ouais, pas mal. Mais ouais, mis à part cet ajout pour moi qui est un peu dénaturé du coup le gameplay, je trouve que c'était pas une bonne idée. Même si au début je trouvais ça intéressant, mais très rapidement à force de jouer je trouvais ça vraiment nul. Mais ouais, c'est peut-être un retour aux sources, ce serait la bienvenue pour Soul Calibur, quoi. Carrément, ouais. Et sinon, en dehors de ça, c'est quoi les jeux que vous avez préférés récemment en jeu de combat? Ouais. C'est difficile à dire. Moi déjà, depuis qu'elle a eu la génération internet, depuis qu'ils ont mis le jeu en ligne en avant, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas trop accroché à ça. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai un peu commencé c'est intervenu, c'est arrivant en même temps que les Soul Calibur 3, 4 et tout ça. En fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à décrocher un peu les jeux de combat. Je suis parti sur des jeux plus jeux de combat entre guillemets party game. Je l'ai évoqué, les Naruto un peu sympas où en 5 minutes t'expliques à un collègue comment jouer, ou même des Dragon Ball, Tenkaichi, ce genre de choses. Ou des jeux plus simples. Je suis moins parti sur des jeux de combat compliqués avec les années, quoi. Mais après, si demain ils sont en super Soul Calibur qui fait un retour aux sources, je pense que j'irai volontiers, quoi. Le Street Fighter, je l'avais essayé, par exemple le 5, j'ai beaucoup aimé, mais pas de là à pousser le truc jusqu'à faire des combats en ligne. Tu vois, je crois que j'ai fait 1 ou 2 combats pour tester histoire 2 et après j'ai pas poussé. Pourtant j'ai bien aimé le jeu, mais moi il m'avait pas mal à sa sortie en tout cas, il m'avait pas mal déçu par rapport au 4 qui était extraordinaire sur beaucoup d'aspects. Le 4 peu n'en plaise à ses détracteurs. Récemment j'ai beaucoup aimé Absolver. C'était sympa. Ouais. C'était sympa, mais pareil, tu vois, dès qu'il a fallu creuser vraiment le truc de trouver son style et tout, parce que c'est ça la possibilité du jeu, c'est qu'après tu apprends des techniques et tu peux faire toi-même ton style et tout ça, ton style de combat. Donc, mais ça m'a rappelé Kengo, je sais pas si vous avez joué à Kengo, c'est un jeu de sabre. Non. Où tu pouvais pareil, en fait en gros tu plaçais des techniques sur ton personnage et tu les enchaînais. Et il y avait un petit peu de ça, ouais. D'accord. Mais ouais, le jeu était sympa, mais je sais pas, dès qu'il a fallu vraiment en fait, quand j'ai vu qu'il fallait vraiment s'investir des heures et des heures pour enfin, il passait sa vie, quoi, enfin pas sa vie, mais les façons de parler, mais en tout cas de très 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 longues heures et soirées juste pour développer son style. Ça m'a découragé, en fait. Mais il est extrêmement stylé ce jeu. Mais après il a beaucoup de style et il est très très sympa, même très joli, je trouve. Il y a une belle DA, Absolver, c'est... Et puis les sensations sont vraiment très très sympas, je trouve. Enfin, quand t'arrives à faire un bel enchaînement et que t'éclates ton adversaire, t'as vraiment l'impression de l'avoir fait pour de vrai. Ouais, mais il y a le côté chorégraphique qui est aussi important dans le jeu, quoi. Ouais. Après, un truc un peu frustrant, c'est que les techniques, les différents coups que tu peux faire, il faut les trouver dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, il faut partir en PvE, affronter quelqu'un qui te le fait souvent, tu le bloques, tu dois le pari ou le bloquer, je sais plus, pour l'apprendre. Et une fois que tu l'as appris, seulement là tu peux l'utiliser. Et voilà. Et j'étais très frustré de pas avoir la petite baffe. Il y a un personnage en fait dans le jeu qui apparaît aléatoirement qui fait que des petites baffes et du coup il t'apprend la petite baffe et je l'avais pas. C'est un truc qui arrive, c'est un coup de merde, hein, mais c'est juste tu fais une petite baffe comme ça. Toujours l'humiliation. Mais je crois que le personnage il est à poil aussi, celui qui fait ça, non, ou il est en slip, je sais plus. Peut-être. Un peu pareil que Jérém, c'est-à-dire je me suis un peu désintéressé à la même période, et à part Soul Calibur Sud, parce que je me suis dit que ça serait bien de voir les copains, hein, c'était juste avant le Covid, hein.
Non, en fait, je me suis complètement désintéressé du genre. J'aime bien quand c'est des actions RPG, effectivement, du coup, qui reprennent comme tu parlais de Sekiro. En fait, toutes ces dynamiques-là où en fait tu vas gérer du 1 contre 1 avec des armes, par exemple, ou même Dark Souls. C'est vraiment ça qui va m'intéresser, en fait. Et pour moi, qui a remplacé un peu cette sensation-là, en fait. J'avais testé il y a quelques années, j'en ai déjà parlé avec Ultra Chili, les BlazBlue. Et bon, plus longtemps avant aussi les Guilty Gear, mais surtout les BlazBlue. Il y a 10 ans, je crois que j'avais fait je crois que c'est le premier BlazBlue il y a 10 ans, ou le 2, je sais plus, enfin bref. Et je m'étais dit, tiens, je vais me remettre dans un jeu où il faut apprendre les combos, les machins, là, sous le Calibur, quoi. Et un jour, par hasard, j'ai fait un tournoi, c'était un tournoi dans un cybercafé, et en fait, ils avaient ouvert ça, donc il y avait des endroits où il y en avait qui se faisaient des tournois donc sous le Calibur 2 auquel j'ai participé. Je m'en suis pas trop mal sorti alors que je m'y étais pas préparé pourtant. Il y avait des spots Tekken, des spots Marvel vs Capcom, et il y avait la nouveauté à l'époque, c'était les fameux BlazBlue, quoi. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des joueurs qui étaient vraiment à fond dessus. Alors c'était hyper underground comme truc, mais je me suis fait latter, quoi. J'ai pas vu le jour. Et là je me suis dit putain, si je veux être bon, il va falloir que je repasse ma vie dessus, et j'avais pas envie, quoi. C'est ça qui m'a découragé. Il y a véritablement un monde là qui s'est fait ces dernières années entre les joueurs du dimanche, entre guillemets, mais qui pouvaient souder le jeu, mais qui pouvaient un petit peu s'amuser, ou en tout cas peut-être faire même parfois quand tu soudais vraiment le jeu, faire des compétitions, avoir un petit peu de talent. Et l'organisation telle qu'elle est depuis au moins 10 ans, je pense, où je me rappelle, il y a un pote à Virgin, il travaille au Orion Multimédia, sa copine, illustratrice d'ailleurs très douée. Alors j'ai oublié son nom d'artiste, c'est dommage. Si ça me revient, je le redirai dans le podcast. Au pire, tu donnes son numéro de téléphone et les gens retrouveront. Et en gros, lui était très bon à ce genre de jeu, c'est-à-dire qu'il éclatait à peu près tout le Virgin, sauf que elle éclatait lui. Ouais. Voilà, et c'était une espèce de monstre des jeux de combat, et effectivement, c'est-à-dire qu'il y a tels écarts en fait de niveau que en fait ça donne pas envie de souder des dizaines et des dizaines d'heures de jeu dans le jeu. Mais après c'est un plaisir aussi. Moi je sais que sur Street Fighter 4 j'avais passé genre 500 heures, un truc comme ça. La dernière fois que j'avais regardé mes stats. Sur téléphone et tout, je m'en souviens. Oui, alors. Ça s'appelait déjà Lagdar contre Mustang. Contre Mustang. Ouais. D'accord. Donc, tu jouais beaucoup contre lui, quoi. Oui, non, bon, on avait joué un petit peu comme ça, mais bon, sur téléphone c'était anecdotique. Mais non, mais par contre, le vrai Street Fighter 4, j'avais un petit classement, j'étais pas mal avec mon. Avec ton Dalsim. Ouais, avec mon Dalsim. Mais ouais, voilà, pour moi, le côté tu galères, mais t'apprends à dépasser un petit peu les adversaires que tu rencontres, parce qu'en fait t'as des ladders, donc t'es classé en fonction de ton niveau, et tu retombes un petit peu toujours sur les mêmes, et tu dis bon bah voilà, Calici du 13 à la fin elle m'a niqué, là bah c'est moi qui l'ai eu, et plus jamais elle me bat. Ouais. Tu vois, et ce côté j'ai progressé et pas les autres, et j'ai dépassé le niveau dans lequel j'étais. J'aime beaucoup ça dans le jeu de baston. Mais ouais. Après c'est sûr que c'est un investissement conséquent, et il faut avoir le temps. Moi ça me plaît ça, mais avec des gens que je connais, tu vois, pas avec des inconnus. Ouais. Ça me motive pas quand c'est des gens que je connais pas. Mais du coup toi aussi The Pool, vu que tu disais que t'organisais des tournois. Bah il y a que ça qui m'intéresse en fait. Je pense que je prenais autant de plaisir à organiser qu'à jouer. Bah donc voilà, alors si on trouve un jeu qui nous plaît, on va pouvoir partir là-dessus. Oui. Donc ce serait sur le Calibur. Bah ouais, après moi voilà, je ferai des burgers. J'ai plein de copains avec qui ça pourrait plaire, surtout si je promets des burgers à plat avec. Est-ce que vous me suivriez sinon sur Die by the Blade? Après bon, en leur faisant confiance. Alors j'ai un truc à dire, en fait je vais le garder parce que ça concerne Fighter Z, donc je le garde. D'accord, bah on peut partir. On peut partir. Bon, bah alors du coup je pense qu'on peut finir cette mise sur ça. Ouais.